Bien, bonjour à toutes et tous. C'est l'heure. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc, c'est un nouveau séminaire de l'IPLESP avec quatre interventions aujourd'hui. La première intervention de l'équipe Pépite, c'est Maxime Bédon qui va la présenter. J'ai vu que Maxime était là. Donc, je vous rappelle, vous interagissez par le chat et vous pensez bien à couper vos micros, et sauf évidemment les intervenants. Voilà, donc Maxime, c'est à toi quand tu veux. Bien, bonjour, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais. Alors, ok. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Maxime Bédon. Je suis thésard actuellement dans l'équipe Pépite, encadré par Florence Tubac et également encadré par Raphaël Serre, qui est rhumatologue au Crédit Bicêtre. Et je vais vous présenter un de nos enfin, mon premier travail de thèse qui consiste à l'évaluation de l'aspirine à faible dose en prévention primaire des maladies cardiovasculaires, le diagnostic d'artérite à cellules géantes. Et donc, pour ce faire, je vais vous présenter en fait notre travail qui constitue un essai ciblé émulé dans le SNDS. Alors, donc la maladie de Horton, qui en fait maintenant s'appelle l'artérite à cellules géantes, est une maladie donc, qui touche les vaisseaux de gros et de moyen calibre, avec des sujets qui ont en moyenne 75 ans en moyenne, avec trois femmes pour un homme. Et c'est une maladie qui donc quand même fait partie du registre des maladies rares. Même si on dit que c'est une des moins rares des maladies rares, elle touche quand même 10 personnes pour 100 000 personnes nées chez les patients de plus de 50 ans. On traite encore cette maladie par de la corticothérapie à forte dose, en décroissance progressive sur 2 ans, même si à l'avenir, on va peut-être essayer de changer cette pratique. Ça reste pour aujourd'hui le traitement de référence. Et c'est donc un traitement qui, en lui-même, on le sait, a beaucoup de toxicité, notamment cardiovasculaire, infectieuse ou porotique. Euh, on sait donc que dans l'artérite à cellules géantes, il y a un risque cardiovasculaire qui est franchement augmenté par rapport à la population générale, avec un risque qui est de l'ordre de doubler, mais que ce risque n'est pas proportionnel au cours du suivi, il semble vraiment maximal dans l'année qui suit le diagnostic de la maladie, pour après se stabiliser avec des HR autour de 1,5 à 2 sur les maladies considérées. Donc, initialement, possiblement par l'inflammation importante des vaisseaux qui induit des rétrécissements artériels et aussi des fortes doses aiguës de corticoïdes, mais aussi à long terme sur l'imprégnation chronique en cortisone de ces patients, et aussi possiblement parce qu'ils ont potentiellement un peu plus de risque cardiovasculaire de base au diagnostic. Concernant la prévention primaire par aspirine, il y a donc beaucoup d'essais randomisés, notamment entre 2016 et 2018, qui ont été publiés de large ampleur chez des patients à des profils cardiovasculaires, on va dire, variés. Et les résultats des grosses méta-analyses récentes retrouvaient qu'il y avait un bénéfice potentiel sur les risques d'infarctus et d'AVC, avec une tendance pour la mortalité de toute cause qui serait donc également protectrice, mais cependant avec un risque d'événements hémorragiques majeurs qui est également franchement augmenté, ce qui appelle en fait finalement à une utilisation plutôt au cas par cas selon les profils de risque cardiovasculaire des patients plutôt que de manière systématique dans la population. Et plus spécifiquement, si on s'intéresse à des populations âgées, il y a cet essai du New England qui s'appelle ASPRI de 2018 qui avait inclus des patients de 75 ans en moyenne, donc comme la population d'Orton, mais qui par ailleurs étaient plutôt en bonne santé. Et dans cette population-là, il y avait un risque de saignement qui était franchement augmenté sans vraiment de bénéfice, comme on peut le voir à droite sur les événements cardiovasculaires. Bien qu'il faut le rappeler quand même que dans cette population, il y avait un risque de base d'événements cardiovasculaires qui était relativement faible de par les critères de conclusion de l'étude. Mais pour autant, en fait, comment on se positionne dans l'artérite à cellules géantes, il y a eu initialement en 2009 des recommandations européennes qui recommandaient d'utiliser l'aspirine de manière assez systématique au diagnostic d'artérite à cellules géantes dans ce contexte inflammatoire de hausse cardiovasculaire, mais avec un niveau de preuve qui était relativement faible. Et en l'absence d'études spécifiques en 2018, les recommandations européennes ont sont plutôt revenus sur leur avis initial et disant en l'absence de bénéfices prouvés, on va plutôt opter de ne pas en mettre de manière systématique, alors que les recommandations françaises, elles, restent sur un positionnement de on sait on ne sait pas s'il y a un bénéfice, mais pour autant, ça semble raisonnable d'en prescrire. En l'absence, enfin, devant cette discordance et en l'absence vraiment de preuves dans la littérature, nous avons décidé donc d'évaluer l'introduction d'aspirine en prévention primaire des événements cardiovasculaires chez des patients à qui l'on diagnostique une artérite à cellules géante et qui n'ont pas d'antécédents donc cardiovasculaires.
Les objectifs secondaires, c'était donc d'évaluer le risque hémorragique et le bénéfice clinique net qui était associé à cette introduction d'aspirine. Et donc, pour ce faire, on a fait une portée rétrospective sur le SNDS en émulant un essai cible. Donc, je vais vous détailler précisément toute la méthodologie maintenant. Donc, dans l'émulation des cibles, une des parties les plus importantes, c'est donc de bien définir son essai cible. Et en fait, juste en faisant ce travail-là, ça permet de diminuer au maximum un certain nombre de biais. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter l'essai cible idéal que l'on a souhaité émuler et à droite, les spécificités qu'on a dû implémenter en pratique pour le faire le SNDS. Nous avons donc inclus des patients qui avaient une artérite assez géante diagnostiquée au cours d'une hospitalisation. En France, la plupart des patients sont hospitalisés encore, enfin peut-être de moins en moins maintenant, mais en tout cas sur la période de l'étude, c'était encore beaucoup le cas. Donc c'est pour ça qu'on a pu se permettre de restreindre ça au PMSI avec des patients donc, qui avaient un âge de plus de 50 ans au moment du diagnostic, une hospitalisation index qui était de moins de 28 jours, qui ne vivaient pas en EHPAD avec PUI, parce qu'on sait que dans le SNDS, il y a, enfin, on n'a pas les remboursements lorsqu'il y a une pharmacie à usage intérieur, et donc c'est pour ça on exclut ces patients-là, quand on ne pouvait pas avoir le statut sur l'aspirine. On a exclu donc les patients qui avaient un antécédent d'événements cardiovasculaires majeurs ou également des sténoses des artères vertébrales ou des sténoses des artères euh, des membres chez qui en fait il y aurait une indication potentielle d'aspirine de base et ceux qui avaient une névrite optique ischémique aiguë diagnostique, une complication de la maladie de Horton et pour laquelle on donne assez facilement de l'aspirine également. Et évidemment, donc on a exclu les patients qui avaient de l'aspirine donc, au moment du diagnostic. Donc, on a défini ça comme une période de 3 mois précédant le diagnostic ou un traitement anticoagulant parce qu'on sait que si on a un traitement anticoagulant évolutif, on aura probablement moins de chances de se voir attribuer de l'aspirine. Et donc, dans l'essai émulé, la seule spécificité, c'était qu'on a dû utiliser les codes SIM10 en diagnostic principal. Et l'incidence était définie comme le premier code SIM10. Et on avait une période minimum de loopback de 3 ans. L'intervention étudiée, c'était donc la prescription d'aspirine à dose faible, donc entre 75 et 300 mg par jour, versus pas de délivrance d'aspirine. Et donc, la randomisation se serait faite le jour de la sortie de l'hospitalisation. Et nous, pour tenir en compte du délai potentiel entre la sortie d'hospitalisation et le moment où les patients vont effectivement à la pharmacie, on a mis une période de 14 jours après cette date index pour permettre l'assignation de groupe de traitement. Et on a géré cette période de 14 jours avec la méthode de clonage sans surpondération. Je vais vous détailler précisément. Donc, l'idée, c'est à J0, prendre chaque observation et créer une copie en fait de chacune d'entre elles et d'en assigner une au bras aspirine et une au bras contrôle. Et l'idée, c'est de censurer l'une ou l'autre des observations lorsqu'elle dévie de son bras d'assignation. Donc, c'est-à-dire dans le bras contrôle, si le patient ou l'individu va à la pharmacie chercher son traitement, et à l'inverse, si on voit qu'à la période de grâce de 14 jours, il n'y a pas eu de délivrance d'aspirine. Alors, on censure l'individu dans le bras aspirine et on garde l'observation dans le bras contrôle. Et si jamais un événement euh, euh, a lieu avant la censure de l'un ou l'autre, et dans ce cas-là, on attribue l'événement aux deux. Et donc, pour prendre en compte le fait que cette censure est informative, on pondère par l'inverse de la probabilité de censure, euh, qui est donc un produit cumulé, la probabilité d'être censuré en fonction des covariables d'intérêt chaque jour de la période de classe. Et donc en pratique, ce que ça donne, c'est donc par exemple, là, ce serait ce qu'on ferait de manière naïve, où un individu est contribue au bras non exposé jusqu'à ce qu'il rencontre le traitement et après il sera dans le bras exposé. Et en fait, le problème de cette approche, donc là, c'est ce qui est illustré ici, c'est si jamais un individu a un événement de manière précoce avant qu'il n'ait pu avoir l'occasion d'aller avoir le traitement, en fait, ça peut artificiellement avantager le groupe traitement en créant un biais de temps immortel. Et c'est donc pour cette raison qu'on a cette méthode de clonage où en fait cet individu-là, par exemple, a son événement qui contribue aux deux bras de traitement. Et à l'inverse, on voit bien que dès qu'un patient a été assigné un bras, donc par exemple mon traitement, il sera censuré au jour où il rencontrera le traitement et tous les autres patients non censurés du même bras verront leur poids augmenter du fait qu'ils ne sont pas censurés à cette période-là. Et une fois qu'on a fini cette période de grâce, et ben, on suit les patients, enfin les observations non censurées plutôt.
dans leur bras initial ni, euh, de la fin de la période de grâce. Concernant les critères de jugement, donc le critère de jugement principal à 1 an était les événements cardiovasculaires majeurs, qui étaient donc un événement composite d'infarctus du myocarde, AVC ischémique transitoire et de décès de toute cause. On a pris le décès de toute cause parce que l'alternative aurait été les décès cardiovasculaires, sachant que pour obtenir des décès cardiovasculaires, ce serait les certificats du CPDC. Alors on a regardé ça en analyse secondaire, mais vu que c'est c'est parfois des causes de décès qui ne sont pas connues, surtout si elles ont lieu en dehors des structures de soins. C'est pour cette raison qu'on préférait une mortalité de cause qui était plus objective. Les critères de jugement secondaire, c'était donc cette critère de jugement à plusieurs temps, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Chacun des critères composites, les hémorragies majeures qui étaient donc un composite de saignement intracrânien digestif ou une hospitalisation pour d'autres saignements. Décès d'origine cardiovasculaire, comme je vous en ai parlé, le bénéfice clinique net, qui était une espèce de grand composite qui assemblait à la fois les événements cardiovasculaires majeurs qu'on appellera les MACE maintenant, et les hémorragies majeures en un seul gros critère. Le suivi se faisait donc du début du clonage du KJ0 jusqu'à une période maximale de 3 ans, et la période d'inclusion s'étalait du 1er janvier 2010 à fin décembre 2023, avec une fin de suivi 31 décembre 2023 pour permettre au moins un an de suivi. Et on a appliqué deux euh, contrastes causaux, analogue observationnel d'ITT et pair protocole. Donc ça, je vais vous montrer ça. C'est dans l'analogue d'ITT, c'est comme je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire qu'une fois que la période de grâce est finie, les poids ne bougent plus, donc c'est-à-dire et les patients ne sont plus censurés au-delà de cette période. Donc chacun reste dans sa période, dans son bras d'assignation de J14 jusqu'à la fin. Et dans le pair protocole, on peut appliquer une deuxième définition de la censure. C'est-à-dire qu'en cas de non-assignation au bras traitement, donc c'est-à-dire au bras contrôle, si on reçoit de l'aspirine et on a aussi mis s'il reçoit un anticoagulant. Et à l'inverse, dans le bras aspirine, s'il arrête l'aspirine ou s'il reçoit un anticoagulant, dans ce cas-là, il sera également censuré. Et dans ce cas-là, il y aura un deuxième modèle de poids qui sera multiplicatif là, de cette période de 4 jours après celui de la première période durant la période de grâce. Là, c'est relativement clair. Et donc, schématiquement, ça veut dire pour faire protocole, là, c'est ce patient-là qui reçoit le traitement dans cette période-là est censuré et les autres patients ont un poids vu qu'ils ne sont pas censurés. Donc, pour estimer cette probabilité de censure, nous avons fait des modèles de Cox multivariés dans chaque bras qui étaient ajustés sur les variables démographiques et socio-économiques qui étaient disponibles dans les CNDS, donc c'est relativement limité évidemment. Les facteurs de risque cardiovasculaire, avec certains dont on a bonne, euh, une bonne connaissance, l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, certains sur lesquels on est obligé de faire des proxys, comme les complications du tabac et l'obésité notamment, la fragilité avec des cancers, la polymédication, la démence, etc. Et des variables liées à la maladie elle-même qui étaient la dose cumulée de corticoïdes, l'association NPPR, l'année du diagnostic, par exemple. Et enfin, donc, pour l'estimateur, donc, nous avons décidé de comparer des différences de risque à des temps prédéfinis. Et donc, pour estimer la probabilité dans chacun des bras, nous avons fait des Kaplan-Meier pondérés, cette probabilité de structure. Et la différence de risque, c'était donc la différence de cette probabilité dans chacun des bras. Et nous avons estimé les intervalles de confiance par des bootstraps avec 1000 itérations. Et après, donc, nous avons défini un certain nombre de sous-groupes en fonction de l'âge, du sexe, du facteur de risque cardiovasculaire, du diabète. Et nous avons défini un certain nombre d'analyses de sensibilité dont je vais en présenter quelques-unes. Et enfin, deux contrôles, un événement contrôle qui était des hospitalisations pour infection et une exposition contrôle qui était la délivrance de laxative dans la période de grâce pour essayer de détecter éventuellement de la confusion des enjeux. Donc, concernant nos résultats, nous avions 15 000 patients, dont un tiers était assigné au bras aspirine, deux tiers au bras contrôle à l'issue de la période de grâce. Et donc, le premier résultat assez marquant, c'était qu'on voit que les différences standardisées concernant l'âge, le sexe et tous les facteurs de risque cardiovasculaire que nous avons détectés étaient déjà équilibrés avant même que l'on fasse la moindre pondération. Ça, c'est déjà notre premier message, c'était qu'en fait, bon, la prescription d'aspirine dans l'artère assez géante n'était en tout cas pas motivée par des profils de risque cardiovasculaire des patients. Donc, après pondération, on avait un équilibre encore meilleur, disons. Quand on regarde la proportion de patients dans le bras aspirine au cours des dernières années, c'est plutôt stable en fait depuis 2014, avec environ, comme on a vu, un tiers de patients. Mais si on regarde l'adhérence au traitement, on a l'impression que dans le bras aspirine, donc LD1 pour le dose aspirine,
la plupart des patients ont arrêté leur traitement entre 1 et 2 ans après le diagnostic, euh, et alors que dans le bras contrôle, il y a assez peu de patients chez qui l'on introduit le traitement après cette période initiale. Donc ça, c'est nos résultats principaux. Donc en bleu, on peut voir sur notre critère de jugement principal à 1 an on a une différence qui est modeste, mais significative, de l'ordre de 0,5% de diminution des événements cardiovasculaires majeurs dans le bras aspirine, avec surtout un résultat qui est porté par une diminution de la mortalité à moins 0,45%, mais de manière assez proportionnelle, on a une augmentation des hémorragies majeures. Et cependant, si on se place à un temps lointain, à 3 ans, on voit qu'il y a une diminution de l'ordre de 1,2% des événements cardiovasculaires majeurs, avec une diminution de la mortalité de toute cause. Les événements hémorragiques ne sont plus augmentés, alors comme on l'a vu, en fait, finalement, la plupart des patients dans le bras aspirine n'ont plus d'aspirine à ce moment-là, ce qui pourrait expliquer ce résultat-là. Et ce qu'on observe, c'est que le bénéfice clinique net est donc en faveur de l'aspirine à 3 ans. Concernant le type d'hémorragie, en fait, parce que les deux types d'hémorragie les plus augmentés étaient donc plus digestives et autres hémorragies, enfin, c'était hospitalisation pour une hémorragie, donc ça peut être diagnostic principal d'une hématurie, euh, enfin, ou de tout autre saignement. Et à l'inverse, quand on regardait sur le risque de saignement intracrânien, celui-ci était discrètement augmenté, en fait, finalement à 6 mois, mais assez peu augmenté par la suite. Concernant les types d'événements cardiovasculaires, et on observait surtout un bénéfice finalement sur les événements coronariens, qui étaient un peu plus tardifs, qui apparaissaient après 2, 3 ans de suivi, alors que sur les AVC, on observe finalement assez peu d'effets de l'aspirine. Concernant donc la mortalité cardiovasculaire, donc ça c'est les données par les certificats de décès du CEPIDC, on observait mini différence à la fin du suivi, mais pas de différence avant. Mais bon, on a un peu de réserve sur la spécificité complète et la sensibilité d'ailleurs aussi de ces certificats de décès dans la mesure où un patient est retrouvé mort à la maison, par exemple. Il est difficile d'être sûr de quoi il est mort. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'on a préféré utiliser la mortalité toute cause qui, elle, est un peu plus objective. Alors, on a eu un résultat un peu paradoxal concernant surtout les ischémies de membres. En gros, on a une espèce de détachement après 2 ans plutôt en faveur du bras aspirine, avec plus d'événements dans le bras contrôle. Et donc, notre interprétation de ce résultat, c'est probablement qu'il y a un peu de biais protopathique. Le SNDS est probablement pas très bon pour détecter les claudications intermittentes des membres inférieurs ou alors les sténoses échographiques qui n'ont pas vraiment de code Similis motivé dans le PMSI mis en ALD et qui motiverait tout de même la prescription d'aspirine au diagnostic d'artérite géante et qui pourrait augmenter le risque systémiquement ultérieurement. Et on avait un peu le même type de résultat, pardon, j'ai pas montré la courbe, mais pour les, euh, les, les NOIA, donc les néphrétopties ischémiques antérieures. Alors après, donc pour la deuxième analyse en pair protocole, globalement, ce qu'on avait, c'était à peu près les mêmes types de résultats, simplement un peu plus marqués, mais avec des intervalles de confiance qui grimpent assez vite enfin, en imprécision, disons, du fait comme on a vu, une bonne partie des patients qui ont arrêté le traitement bon, les 2 ans dans le bras aspirine, et donc globalement, à 1 an, on observe globalement les mêmes résultats que les résultats en analogue TT. Concernant l'analyse en sous-groupe, donc là, c'était assez intéressant parce qu'on avait une différence sur laquelle on ne s'attendait pas forcément entre les hommes et les femmes à 1 an. Donc, on peut voir qu'en bleu, les hommes n'ont aucun bénéfice de l'aspirine concernant le risque cardiovasculaire, alors qu'ils ils en ont tous les méfaits avec une augmentation du risque hémorragique. Alors que les femmes, elles, perçoivent cette diminution de risque d'événements cardiovasculaires majeurs sans vraiment de franche augmentation du risque hémorragique. Cet effet, il est maintenu à 3 ans et l'autre effet qu'on a aussi observé, c'est que les diabétiques, donc les patients qui ont un diabète au moment du diagnostic de l'artère tachée géante, ont un franc bénéfice de l'aspirine en prévention primaire. Et donc ça, c'est assez cohérent avec
notamment l'étude Ascend, qui est un essai randomisé spécifiquement chez les diabétiques, qui a montré un vrai bénéfice dans cette population. Donc on a voulu tester quand même si nos résultats étaient robustes à éventuellement de la fusion résiduelle. Donc pour ce faire, on a d'abord étudié un événement contrôle, donc c'était des nerfs infections. Les infections normalement n'ont aucun rapport avec la prescription d'aspirine initiale. Euh, donc on était assez content de voir qu'à un an, il n'y avait aucune différence sur le risque d'infection dans le bras aspirine par rapport à contrôle et que ça se maintenait euh, par la suite. Et pour aussi pousser un peu plus loin, notamment sur cette histoire de risque hémorragique, on a testé une exposition contrôle qui était les laxatifs. Alors les laxatifs, bon, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire dans des études populationnelles. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a un HR de l'ordre de 1,2 associé, enfin associé en tout cas à la pression de laxatifs, euh, sans pour autant qu'on soit certain si ce soit bien causal, disons, ou en tout cas lié à la constipation elle-même. Mais en tout cas, et on s'attendait vraiment à ce qu'il n'y ait aucun effet sur le risque hémorragique de la pression laxatif, et c'était bien le cas. Quand on regarde à tous les temps d'intérêt, il n'y avait pas de différence entre les groupes. Et si on regardait entre les hommes et les femmes également, il n'y avait aucune différence. Puis nous avons fait bon, un certain nombre d'analyses de sensibilité que je vais peut-être passer un peu rapidement, mais on avait pas mal de patients qui avaient eu de la pression de corticoïdes dans l'année précédente, possiblement parce que soit c'était des PPR prévalentes chez qui on diagnostiquait par la suite un orthone, soit c'était en fait qu'on n'avait pas les patients au diagnostic, mais au moment d'une rechute dans le PMSI. Donc c'est pour ça qu'on a préféré les exclure. Donc on a globalement des mêmes sens d'association, mais on perd un petit peu en significativité sur nos critères de jugement quand on exclut ces patients-là. Pareil, on avait des patients qui n'avaient jamais cherché de cortisone, ce qui est un peu gênant quand on étudie l'hépatite géante. Mais on n'a pas voulu non plus exclure tous les patients d'emblée pour ne pas appliquer de critères de sélection post-baseline. Et donc, on a décidé de faire une autre analyse où dans le per protocole, on censurait, on avait une nouvelle définition de la censure qui était, on censurait les patients si jamais ils n'avaient pas cherché de cortisone dans les 2 mois. Et donc, ça donnait à peu près les mêmes résultats que le per protocole que je vous ai présenté précédemment. Et enfin, on a testé un effet période en restreignant les inclusions au 1er janvier 2016, ce qui a donné globalement à peu près pareil, les mêmes genres de résultats globaux. Donc voilà, donc en conclusion, on peut dire que l'aspirine en prévention primaire est fréquemment prescrite dans la tête géante lors d'un tiers des patients en France, qu'elle n'est pas influencée par les risques cardiovasculaires, euh, qu'il y a une diminution du risque cardiovasculaire majeur à un an de l'ordre de 0,5%, mais surtout portée par la diminution de la mortalité de toute cause, avec une augmentation assez proportionnelle du risque hémorragique, et qu'il n'y a pas de bénéfice clinique net à un an, et que ce bénéfice pourrait apparaître un peu plus tardivement. Et cependant, cet effet n'est pas homogène sur les sous-groupes, avec aucun bénéfice chez les hommes et un effet bénéfique observé chez les femmes et chez les patients qui ont euh, un diabète diagnostique. Voilà. Bah voilà, j'attends vos questions avec plaisir si jamais vous en avez. Merci beaucoup, Maxime, pour cette très belle présentation. Bon, moi, je connais le travail, mais voilà, je trouve que c'était très pédagogique. Voilà, et je pense qu'il y a aussi une vertu à cet exposé, c'est celle qui consiste à imaginer qu'on pourra faire plein de choses de ce même type, plein d'essais émulés de cette manière dans le SNDS sur d'autres problématiques en utilisant des méthodologies assez voisines. Donc pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Donc j'en ai une que je ne t'avais pas posée par écrit, qui est la différence entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'on peut l'expliquer par un problème d'adhérence au traitement? Et d'ailleurs, comment est-ce que vous mesuriez finalement dans le SNDS? C'est une question piège parce qu'évidemment, on n'a pas la réponse, mais comment est-ce qu'on peut évaluer de façon directe ou indirecte l'adhérence au traitement? Donc, bah, du coup, je vais commencer par la deuxième question qui est l'adhérence. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué on a permis aux patients jusqu'à 90 jours sans aller à la pharmacie chercher leur traitement. Et si jamais on voyait que 90 jours, ils n'avaient pas cherché de traitement, on considérait qu'ils avaient interrompu ce traitement-là. Ce qui est assez arbitraire, mais ce qui est enfin, fait de temps en temps, enfin, en tout cas dans les autres études
notamment dans l'équipe lipide, c'est ce qui est fait assez fréquemment. Et donc, une fois que le patient a fait une pause thérapeutique jugée trop longue, donc c'est 90 jours, on considère qu'il est non adhérent. Euh, Après, on sait bien que dans les études d'observance, il y en a qui arrêtent un peu, qui reprennent un peu, qui arrêtent un peu, donc c'est difficile à dire, mais voilà. Donc ça, c'était notre définition en tout cas. Et concernant entre les hommes et les femmes, il n'y avait pas sur un an en tout cas, il n'y avait pas de grosse différence quand je regardais les courbes sur l'adhérence. Même au global, en fait, sur les 3 ans. Il y avait en effet un chouïa plus chez les femmes d'adhérence, mais c'était pas du tout majeur. Euh, pour nous, c'est pas ce qui explique. Une des hypothèses qu'on avait formulées, c'était que potentiellement les femmes ont des manifestations atypiques des maladies cardiovasculaires qui peuvent faire qu'elles sont sous-diagnostiquées en fait, et que donc en fait elles ont un bénéfice comme si elles étaient en prévention secondaire finalement, lorsqu'elles reçoivent de l'aspirine, si jamais elles avaient une maladie cardiovasculaire sous-jacente non diagnostiquée. Voilà, mais impossible à prouver ce genre d'hypothèse, en tout cas dans notre domaine. Merci. Ah, Olivier Station. L'absence de surrisque hémorragique à 3 ans pourrait-elle être liée à l'arrêt de l'aspirine chez les patients à plus haut risque hémorragique qui ont saigné durant les 2 premières années, laissant sous aspirine des patients à moindre risque ensuite? Oui, enfin, ça, la déplétion des susceptibles globalement, enfin, et oui, tout à fait. On pense que c'est une grosse partie de l'aspect un peu bizarre de cette courbe qui monte et qui après s'aplatit. Il y a à la fois, enfin, ceux qui continuent, c'est par définition ceux qui n'ont pas eu trop d'événements graves, parce que sinon, en tout cas, leur médecin normalement ne devrait pas le poursuivre, quoi. Donc oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez calculé les numbers needed to prevent or to treat et les numbers needed to harm? Oui, Euh, tout à fait. Oui, alors je les ai pas mis là, mais globalement, un an, c'est 1 sur 200, à peu près aussi bien à traiter que pour avoir un événement négatif, donc needed to harm. Alors que à 3 ans, c'est un peu moins de 1 sur 100 pour number needed tout de suite, pour prévenir un événement, quoi. Donc, globalement, c'est beaucoup de traitements, de patients à traiter, mais comme dans beaucoup d'études cardiovasculaires, quoi, globalement, c'est des effets qui sont assez marginaux en termes d'effets absolus. Mais bon, c'est sur de la mortalité. Donc c'est seul point un peu positif. Oui. Bien, merci beaucoup Maxime. En tout cas, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais je vois qu'on arrive à l'échéance du temps. Donc merci pour cette belle présentation et on va Ouais, passer à la merci. présentation de Aude-Jarry de l'équipe Terravir que je remercie parce que c'est les journées nationales d'infectiologie et c'était pas forcément facile de trouver un intervenant de Terravir qui est très mobilisé dans ces journées actuellement. Mais je sais que Aude est mobilisée sur d'autres sujets puisqu'on se verra demain à Jussieu. Et donc voilà, c'est un sujet autour du screening du cancer cervical et de la méthylation chez les sujets infectés par le VIH. À toi, Aude. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Hop, je pense que là, c'est bon. Vous voyez bien C'est mes bon, slides et c'est ça bon, tourne? c'est C'est bon. bon? Ok. Ben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis virologue à la Pitié-Salpêtrière et rattachée donc à l'équipe Terravir. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'évaluation de nouveaux biomarqueurs dans le dépistage du cancer du col, particulièrement dans la population infectée par le VIH. Et donc, c'est un projet qui vient d'être financé par la chaire IUC Échec au cancer. Donc, en fait, je vais faire un gros background, en gros, pour expliquer pourquoi on a monté ce projet. Et j'aurai pas vraiment de résultats à présenter, mais en gros, je vous présenterai comment a été construite l'étude. Alors, ça tourne. Donc, comme vous le savez, dans les cancers cervicaux, donc c'est le quatrième cancer le plus fréquent chez la femme, avec à peu près plus de 650 000 nouveaux cas par an en 2022 et 350 000 euh, décès en 2022 et avec enfin, en gros, la région la plus, on va dire, impactée par ces cancers, c'est vraiment les pays à un faible niveau de ressources et notamment en Afrique subsaharienne, où on considère que c'est à peu près 85% des nouveaux cas de cancers cervicaux. Et donc, les facteurs de risque associés à ces cancers, c'est donc la persistance d'une infection HPV, l'immunodépression et donc notamment les patientes HIV, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui,
un certain nombre de facteurs de risque sexuel, notamment les antécédents d'infections sexuellement transmissibles ou des partenaires multiples, et aussi le fait d'avoir d'autres types de lésions HPV induites, puisqu'évidemment, en fait, il n'y a pas que le cancer cervical, il y a le cancer anal, vaginal, aussi oropharyngé, qui peuvent être dus donc aux HPV. Donc, dans la population VIH, on sait qu'il y a un risque, un surrisque donc, de ce cancer cervical donc, chez les femmes infectées par le VIH, donc qui est multiplié par 6. Et donc, dans cette étude où ils avaient regardé en gros en 2018 les nouveaux cas de cancer du col, ils avaient retrouvé que dans le monde globalement, c'est ici, vous aviez 5% des cancers qui vont être retrouvés en fait et attribuables dans la population VIH. Et c'est d'autant plus vrai, notamment, là je vous l'ai montré en rouge, dans la population donc en Afrique, où à peu près 21% des cas du cancer du col vont être diagnostiqués chez les femmes infectées par le VIH. Donc, au niveau de la physiopathologie de ce cancer, en fait, on connaît bien maintenant comment ça se passe et c'est ça qui permet d'intervenir en termes de prévention. Donc, en fait, à partir d'un épithélium sien, vous allez avoir une infection par un HPV au risque. Et donc, vous allez avoir 80% des femmes qui vont éliminer cette infection. Et puis, vous allez en avoir 20% qui peuvent évoluer vers une lésion de bas grade, ou l'OSCI, leucine 1. Donc, c'est ce qui sera montré après dans les prochaines slides, qui sont plutôt, on considère, des infections en sort productives. Donc, vous n'avez pas tous les mécanismes oncogènes qui se sont mis en place. Et notamment, un des phénomènes importants, c'est l'intégration du génome HPV dans le génome de la cellule hôte. Et puis, donc, arrivé à ce stade, on considère qu'à 2 ans, il y en a 90% qui régressent spontanément et donc qui perdent leur infection HPV et donc qui retrouvent un épithélium sain. Et vous en avez 10% qui peuvent évoluer vers des lésions de haut grade, qui là sont des lésions qui sont transformantes, où vous avez donc un certain nombre de processus qui se sont mis en place, donc notamment l'intégration du génome de l'HPV au génome de la cellule hôte. Et puis, vous allez avoir un certain nombre d'aberrations chromosomiques, de modifications épigénétiques qui vont intervenir. Et puis, une petite partie, enfin non, une proportion, une certaine proportion va ensuite évoluer vers le cancer. Et donc, tout ça, c'est un processus qui se fait sur 20 à 30 ans. Et donc, c'est pour ça que, comme on connaît bien la physiopathe, il y a différentes interventions en termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire qui ont été mises en place dans le monde et évidemment en France. Et donc, au cours de tout ce processus, vous allez avoir des aberrations chromosomiques, des mutations génétiques ou également des modifications épigénétiques et notamment la méthylation de l'ADN qui va intéresser à la fois le génome de la cellule hôte mais aussi le génome viral et qui vont concourir au processus tumoral. Donc, en termes de prévention, je vous le disais, donc vous avez la prévention primaire et donc ça passe par la vaccination, donc prévenir l'infection par les HPV. Et c'est d'autant plus efficace que c'est fait quand la personne, en gros, est jeune et qu'elle n'est pas exposée à des rapports sexuels, puisqu'en fait, on sait que l'infection HPV, c'est la première infection sexuellement transmissible, et c'est plus qu'une infection sexuellement transmissible, on préfère dire que c'est plutôt un marqueur d'activité sexuelle, puisque toutes les personnes sexuellement actives vont rencontrer au moins un HPV. Vous avez ensuite la prévention secondaire, et donc là, ça passe par le dépistage finalement de ces lésions précancéreuses, de manière à les enlever avant qu'il y ait une évolution vers le cancer. Et la prévention tertiaire, c'est donc la prise en charge des cancers cervicaux. Et donc, l'OMS avait émis des recommandations justement pour aller éradiquer le cancer cervical ou tout du moins rendre ce cancer rare dans la population mondiale et avec un objectif à 2030 que clairement on n'aura pas atteint. Mais en gros, ça a passé par trois grandes directives. C'était la prévention primaire avec la vaccination, alors que des filles, et maintenant, parce que vous le savez, mais enfin, il faut aussi vacciner les garçons, puisque finalement, les deux, c'est des femmes qui vont être plutôt symptomatiques et qui vont développer des maladies associées à HPV, mais les hommes sont aussi porteurs. Donc, dans les recommandations, c'est en gros chez les filles. La prévention secondaire avec donc au moins un dépistage à partir de 30 ans chez toutes les femmes. Et puis en prévention tertiaire, bah, la prise en charge des traitements du cancer. Donc en France, où est-ce qu'on en est sur cette prévention? Donc la prévention primaire, eh ben, ça a changé il y a un mois à peu près, un mois et demi, où enfin ils ont mis aussi la vaccination chez les garçons jusqu'à l'âge de 26 ans, parce que jusqu'à présent, en gros, vous aviez la vaccination des hommes, des garçons et des filles de 11 à 14 ans pour donc tous les filles et les garçons, et vous aviez un rattrapage de 15 à 19 ans pour les filles et jusqu'à 26 ans pour la population HSH. Et donc depuis le 30 avril, comme c'était un peu, on va dire, inégal, puisque finalement les personnes les plus exposées à risque de faire des maladies HPV, c'est quand même les femmes, ils ont fait un rattrapage en gros de 15 à 26 ans avec 3 doses.
En termes de prévention secondaire, donc c'est le cancer cervical. Euh, En termes de prévention secondaire, les recommandations ont changé il n'y a pas très longtemps, donc en juin 2019 en France et en application en 2020, donc en plein milieu du Covid. Et donc, ce qui a été recommandé, c'est que chez les femmes de 25 à 29 ans, en gros, on fait un dépistage par un frottis cervico-utérin et on fait une cytologie. Et en gros, si c'est normal, elle est revue à 1 an. Et si c'est normal, elle est revue à 3 ans. Donc, soit à 29 ans. Et puis après, c'est à partir de 30 ans, c'est le test HPV au risque en première intention. Et puis, si vous avez une anomalie, donc type ASCUS, votre test HPV, en gros, s'il est négatif, parce que ça a une très bonne valeur prédictive négative, la patiente est revue à 3 ans. Puis c'est positif, on fait ce qu'on appelle la colposcopie. Et la colposcopie, c'est en gros, on va aller voir vraiment au niveau du col s'il y a présence ou pas d'une lésion, par en gros apposition d'acide acétique et de l'ugol. Et s'il y a une lésion qui est visible, elle est biopsiée et on fait un diagnostic histologique. Donc ça, c'est en gros tout le process pour faire le diagnostic d'une lésion au niveau du col. Donc entre 25 et 29, le dépistage, c'est la cytologie. Et puis à partir de 30 ans, ce qui a été recommandé, c'est de mettre le test HPV au risque en première intention. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est plus sensible que la cytologie après 30 ans et ça n'a pas été mis avant 30 ans parce qu'en gros, on considère que la prévalence de l'infection HPV, elle est trop élevée avant 30 ans et qu'elle n'est pas forcément associée à des lésions. Et donc, du coup, on perd en termes de spécificité pour le test HPV avant 30 ans. Donc, après 30 ans, c'est le test HPV au risque en premier temps. S'il est négatif, donc du coup, on peut élargir l'intervalle à 5 ans contrairement à 3 ans avec la cytologie. Et par contre, si le test HPV au risque il est positif, on fait une cytologie réflexe. Et sur cette cytologie réflexe, soit elle est normale et le patient est revu à 1 an parce qu'en gros, le facteur de risque principal de développer une lésion HPV induite, c'est la persistance de l'infection à HPV. Donc, on vérifie si l'HPV est toujours pas là et s'il n'est plus là, bah, en gros, la patiente l'a éliminé et retourne dans un screening normal. Et si c'est pause, on va faire le test, en gros, le test de diagnostic, la colposcopie avec biopsie. Et puis, si vous avez une cyto anormale, on fait directement la colposcopie. Donc ça, en gros, c'est des nouvelles recommandations dans la population générale. Et en fait, jusqu'à maintenant, la population VIH, elle avait un dépistage pareil, qui était différent de la population générale. Et il y a eu un nouveau rapport, qui est le rapport de Lobel, qui a été publié donc l'année dernière, en juin 2024, pour notamment sur la prise en charge des cancers chez la population VIH. Et en gros, ce qui a été recommandé à partir de 30 ans, donc c'est un peu différent avant 30 ans, mais à partir de 30 ans, on ne prend plus du tout en compte le statut immunitaire du patient au moment du diagnostic et on considère qu'on fait un dépistage similaire à la population générale, donc après 30 ans. Donc un test HPV au risque, si c'est négatif, elle est revue à 5 ans. Et puis si elle est positive, voilà, soit il y a pas d'anomalie cytologique et on fait à 1 an, soit il y a une anomalie cytologique et on fait la colposcopie pour voir s'il y a une lésion HPV induite qui est visible. Alors, tous ces tests, en gros, ils ont une sensibilité, une spécificité qui leur sont propres. Donc là, je vous ai juste résumé en gros les sensibilités et spécificités pour détecter les lésions de haut grade, puisque c'est elles qu'on veut trouver. Les lésions de bas grade, elles ne nécessitent pas une prise en charge chirurgicale tout de suite. On attend de voir si la patiente claire l'infection et la lésion de manière spontanée. Ce qu'on veut identifier, c'est des lésions de haut grade, donc HSIL ou SIN 1, SIN 2, SIN 3. Donc pour le test HPV, on sait qu'on a une sensibilité qui est proche de 100%, puisqu'en fait, toutes les lésions de haut grade vont être HPV+, hein. Et avec une sensibilité qui est moindre, par contre, pour la cytologie, autour de 52%. En termes de spécificité, par contre, on est autour de 90% pour le test HPV, et par contre, on est un peu plus élevé pour la cytologie, puisqu'apparemment, on a une anomalie cytologique, on considère qu'il y a une lésion qui va être derrière. Alors, la difficulté, et notamment avec la cytologie, c'est que la lecture de ces cytologies, elle reste opérateur dépendant. Et donc, c'est difficile, ça va dépendre donc, de l'anapathe, en gros, qui va lire, même s'il y a donc une classification. Et donc, c'est difficile à standardiser. Et donc, il y a besoin de trouver des nouveaux biomarqueurs pour améliorer donc, le screening, puisqu'en fait, on sait que, par exemple, une patiente qui va être positive en HPV au risque et du coup qui aura une cytologie qui est anormale, par exemple, derrière, elle ne va pas forcément avoir une lésion HPV induite derrière et probablement qu'on adresse trop de patientes en colposcopie alors qu'on pourrait en fait les trier un peu avant. Donc là, le but, en gros, c'est d'aller évaluer des nouveaux
biomarqueur après un test HPV positif en comparaison en gros de la cytologie. Et donc, si je reprends le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, donc je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de mécanismes qui se mettent en place tout au long du processus de développement de ces lésions précancéreuses et cancéreuses. Et vous avez notamment donc, des modifications épigénétiques et de la méthylation de l'ADN, et notamment du génome hôte. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup. Alors, à quoi ça correspond cette méthylation? Donc, c'est un processus qui est physiologique qui donc a lieu dès la naissance dans notre organisme et qui va consister en rajout en fait d'un groupement méthyle, donc ici en position 5' euh, par les DNA méthyltransférases, qui sont donc des enzymes qui sont présentes dans notre organisme. Et donc c'est un mécanisme qui est essentiel pour le développement normal humain. Et en fait, ça va intervenir notamment au niveau des régions promotrices des gènes, des gènes, donc ce qui va intervenir dans la régulation de cette expression de ces gènes. Et donc au niveau des îlots CPG. Et en fait, si vous avez une hyperméthylation donc, de ces promoteurs, eh ben, tout ce qui est régulateur d'expression des gènes ne peuvent pas se fixer. Il y a un encombrement stérique. Vous n'avez pas d'expression derrière du gène qui est en aval de cette région promotrice. Et donc, dans le processus tumoral, on sait qu'une hyperméthylation d'un promoteur, ça va réprimer, en gros, inhiber l'expression de gènes suppresseurs de tumeur, et donc ça favorise le processus tumoral. Et donc, dans le cancer cervical, il y a pas mal d'études maintenant qui commencent à sortir. Alors, il y a deux grosses équipes qui travaillent là-dessus, donc à Amsterdam et puis une équipe aussi à Londres, qui ont développé, donc en gros, qui sont allés faire du screening de gènes d'intérêt et d'aller voir donc la méthylation d'un certain nombre de plus de 800 000 gènes différents et d'identifier finalement ceux pour lesquels ils voyaient des différences en termes d'hyperméthylation dans des lésions cervicales normales versus des lésions de bas grade, versus des lésions de haut grade, versus donc signe 2, signe 3 et versus des cancers. Et donc c'est ce qui est représenté là. Ils l'ont d'abord évalué. Donc d'abord ils ont fait un screening, après ils ont en gros développé des PCR spécifiques temps réel justement pour évaluer cette hyperméthylation. Et donc c'est ce qui est présenté sur cette figure. En gros, vous avez donc là c'est dans le tissu directement dans la lésion. Ils ont comparé la méthylation de deux marqueurs, donc SST et ZIC1, en fonction du statut en fait de la lésion. Et donc vous voyez qu'il y a bien une augmentation significative de cette méthylation, que ce soit pour le SST et le ZIC1. Et après, ils se sont aussi intéressés au prélèvement, donc au frottis cervico-utérin, puisque c'est les frottis, c'est les prélèvements de dépistage qu'on utilise. Et, euh, et donc finalement, c'est là-dessus qu'on veut travailler, pas sur la biopsie, mais sur les prélèvements de dépistage. Et donc là, c'est ce qui est montré sur la figure de droite, où ils ont testé donc un certain nombre pareil, de marqueurs de méthylation. Et vous voyez qu'en fonction de des patients qui sont contrôles, donc qui n'ont pas de lésions de col ou qui ont des lésions de bas grade versus des lésions de haut grade, signe 3 et des versions de cancer, vous avez une augmentation de cette méthylation. Et donc, en pratique clinique, vous voyez, donc là, c'est une review qui résumait un peu toutes les études qui avaient été faites justement pour évaluer la sensibilité, la spécificité donc de ces tests en fonction de si c'est après un test HPV positif, est-ce que c'est en première ligne, donc même avant de faire le test HPV, est-ce que c'est en triage secondaire, c'est-à-dire que vous faites un test HPV, si c'est pose, vous faites une cytologie, si elle est anormale, on fait le test de méthylation avant de voir si, du coup, s'il est négatif, on peut ne pas référer la patiente tout de suite à la colposcopie. Et donc, là, je vous ai résumé en gros les quatre applications qui pourraient être. Bon, là, en plus, c'est une revue de 2021, donc entre-temps, il y a eu d'autres études qui sont sorties. Mais en gros, les applications, ça pourrait être donc en triage primaire, c'est-à-dire après une femme avec un dépistage HPV positif, on fait le test de méthylation. Si elle est nègre, eh ben, on n'a pas besoin d'envoyer à la colposcopie. Et si elle est positive, elle va à la colposcopie. En triage secondaire, ça peut aussi avoir un intérêt justement puisque le dépistage, c'est de l'âge, ça commence à 25 ans puis ça se termine à 65 ans. Ça pourrait être un test pour dire si elle a des mutations négatives, elle peut sortir finalement du dépistage. Et éventuellement aussi pour monitorer les femmes enceintes, puisque quand on dépiste une lésion de haut grade, finalement, je me suis trompée d'ailleurs, c'est signe 1, signe 2, signe 3. Une lésion de haut grade chez une femme enceinte, ils n'ont pas forcément envie d'aller tout de suite coloniser puisque bah, il y a un risque pour la grossesse. Donc ça pourrait être un test pour dire bah, si elle a des méthylations nègres, finalement on peut la laisser mener sa grossesse à terme et on l'opère après. Et si elle a des méthylations pause, par contre, on intervient. Voilà.
Et donc, ce qui m'amène finalement à l'étude qu'on a proposée, donc qui a été financée par la chaire et l'UIC, et c'est d'évaluer du coup ces deux biomarqueurs donc de méthylation dans le dépistage du cancer du col pour les femmes infectées par le VIH. Alors pourquoi spécifiquement? Parce qu'en fait, toutes les études que je vous ai montrées avant, c'est principalement en population générale. Et on sait que la population VIH, elle peut avoir une hyperméthylation physiologique, en fait, due de l'inflammation et la présence de l'infection à HIV. On sait que ça peut modifier finalement même le taux de baseline de méthylation de certains gènes. Et dans la population VIH, il y a aussi, donc il y a que deux études qui ont été faites actuellement dans le monde, principalement en Afrique du Sud. Et donc c'est pareil, c'est sur une population qui n'est pas forcément prise en charge de la même manière que chez nous, où elle n'est pas fortement, notamment traitée pour son infection VIH. Et donc, ça sera intéressant finalement de le faire donc, dans une population, donc chez nous, où la plupart des femmes sont prises en charge pour leur infection VIH. Et donc, dans les résultats de cette étude en Afrique du Sud, ils avaient déjà montré finalement que l'utilisation de ces marqueurs de méthylation peut améliorer le screening du cancer cervical dans cette population. Je vous ai remis un peu les sensibilités et spécificités de la cyto et du test HPV seul qu'ils retrouvent dans leur population. Et après, lorsqu'ils y associent la méthylation, et donc notamment pour l'HPV avec la méthylation, ils baissent un peu en sensibilité, mais ils augmentent la spécificité. Et donc l'objectif de ce travail, c'est donc d'évaluer deux biomarqueurs de méthylation pour le dépistage du cancer du col chez des femmes qui vivent avec le VIH en comparaison avec la cytologie. Donc, c'est une étude qui est rétrospective monocentrique, sur la Pitié-Salpêtrière, donc qui est hors Loire-Jardais, et qui se fera sur des prélèvements en fait de dépistage de col qui sont déjà disponibles au laboratoire. Donc, en gros, les patientes éligibles, je vous ai repris comment ça s'appelle, comment on screen les femmes VIH. Donc, les femmes qui seront test HPV au risque, donc positifs, qui ont un examen cytologique et qui sont anormales, elles sont référées à une colposcopie. Et donc, après, on identifiera en gros notre groupe malade et notre groupe non malade en fonction du résultat de la colposcopie, plus ou moins de la biopsie. Donc, les non malades, en gros, c'est celles qui n'auront pas de lésion vue à la colposcopie ou qui auront eu une biopsie avec une lésion de bas grade, donc signe 1 ou une lésion qui est normale. Et les patientes qui sont malades, c'est celles qui ont une lésion de haut grade. Donc, en gros, à la colposcopie, il y a une anomalie, il y a une biopsie, il y a une lésion qui est vue, il y a une biopsie qui est faite et on diagnostique, c'est soit un signe 2, soit un signe 3, soit un cancer du col. Et donc, il a été évalué qu'il faudrait qu'on inclue en minimum donc 29 patientes non malades et 29 patientes malades. Donc, on travaillera sur les prélèvements des frottis qui sont collectés dans le cadre de la routine et que nous, on peut conserver dans le cadre du diagnostic, on conserve. Et dessus, en gros, on va extraire les ADN, modifier les ADN au bisulfite et faire donc une PCR temps réel qui est donc un test qui s'appelle Kiasure de Kiagen et qui détecte deux marqueurs de méthylation, FAM 19A4 et MIR 124.2, qui sont deux des marqueurs qui ont été les plus étudiés actuellement dans la littérature. Et donc, pour évaluer la performance justement du marqueur de méthylation, on fera une aire sur la courbe. Et on comparera également les résultats de cytologie versus la méthylation et de voir en fait lequel est le plus performant pour en gros identifier les lésions de haut grade, puisque c'est elles qu'on veut identifier et finalement celles qui n'auront pas de lésions, on veut en gros qu'elles retournent, ou en tout cas qu'on n'ait pas besoin de leur faire notamment une colposcopie. Moi, je vous ai juste mis le plan puisque donc ça a été l'appel d'offres, il a eu lieu en avril ou en mars et ça a été financé. On a eu les résultats fin mai et donc du coup le financement il commencera à partir de septembre. Donc là, on va identifier qui vont être éligibles. On va faire la partie, on va dire réglementaire et puis après on fera la partie technique au laboratoire de janvier à juin. Et donc les équipes impliquées, c'est donc en maladies infectieuses notamment donc le professeur Valérie Pourchet et Pauline Georges-Picot qui est donc la gynécologue qui voit ces patientes infectées par le VIH. Et puis évidemment donc mon département avec Vincent Calves, Anne-Geneviève Marcelin et Antoine Fauchois. Et voilà. Et donc ça a été financé, je l'ai déjà dit, par la chaire échec au cancer de l'IUC 2025. Et voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention.
Merci Aude pour cette présentation de projet. Est-ce qu'il y a des questions à Aude dans le chat? J'en vois pas pour l'instant. Moi, je me demandais dans le logigramme là, de sélection des patients pour l'étude, hein, Oui, la porte d'entrée, c'est d'avoir un test HRPV positif, non? oui, Donc, exactement. est-ce que par rapport à l'applicabilité après d'un test de méthylation sur cette population, est-ce que ça génère un biais de sélection potentiel? Parce qu'on va quand même prendre des patients qui sont a priori quand même malgré tout plus à risque d'avoir des lésions, qu'elles soient de bas grade ou de haut grade, mais donc qui ne sont pas tout à fait représentatives de l'ensemble des femmes infectées par le VIH. Et donc voilà, est-ce que ou alors j'ai pas compris, parce que de toute façon la méthylation, on ne le fera que chez celles qui ont une colposcopie. Non, alors en fait, le but, c'est de l'utiliser comme test de. En gros, dans le dépistage du col, il y a le test de dépistage et après le test de triage. Mm. Et donc, le test de dépistage actuellement, c'est le test HPV au risque. Donc, en gros, les femmes qui sont HPV nègres, comme dans le cancer du col, 100% sont dues à des HPV. Si elle est nègre, elle n'a pas de lésion. En gros, c'est ça. Si D'accord, elle est HPV pose, normalement, le test de triage, on sait que toutes les femmes qui sont HPV pose vont pas avoir non plus une lésion. Et d'autant plus chez les femmes infectées par le VIH, on sait qu'on a souvent des multi-infections HPV, qu'elles ont des infections qui sont prolongées, voilà. Et donc, si elles sont HPV positifs, on fait une cytologie. Et s'il y a une anomalie, on fait une colpo. Et donc là, le test de méthylation, il se positionne à la place de la cytologie, parce qu'on pense qu'il va faire mieux que la cytologie pour vraiment identifier les patientes avec des lésions de haut grade et qui nécessitent d'aller à la colposcopie, d'avoir une biopsie et éventuellement d'être conisées, en gros. C'est aussi pour réduire, parce qu'on sait probablement on adresse trop de patients, en gros par excès, en colposcopie. d'accord, c'est très clair, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, bah, j'imagine que c'était très clair et tellement clair qu'il Oui, n'y a pas de questions spécifiques. Et puis on sera, je pense, enchanté de voir les résultats lorsqu'ils seront disponibles. Donc c'est le premier épisode d'un feuilleton. Voilà, merci en tout cas Aude. Et donc on va passer, merci. sans perdre de temps, à la présentation suivante. Donc, qui est une présentation de l'équipe Nemesis, de Dixia Marjan et de Basil Shex. Exactement. Dixia, you want to share your slides? Hein? Ok, the floor is yours. Et, Yes, et I'll be. donc, c'est Dixia qui va vous présenter le premier article de son travail de thèse, et puis on répondra ensemble à vos éventuelles questions. You can go on, Dixia. Okay, so I'll be presenting in English. So can you see my screen? Yes, but it's not full screen. Yeah, now it's perfect. Go on. Ok, Okay. So good afternoon, everyone. My name is Diksha, and I'm a PhD candidate in Nemesis. My topic is investigation of sociodemographic, temporal, and meteorological heterogeneity in the short-term blood pressure response to air pollutants. These are the results that I worked in my master's thesis and also my first year of PhD. So these are the findings from that. So to start off with, I want to start by highlighting some of the air pollutant statistics. So according to WHO, 99% of the world lives in areas with levels that are higher than thresholds set by the WHO itself. And in 2024, we can see that in France, there was a high number of deaths that were attributable to various pollutants like PM2.5, nitrous dioxide, and ozone. Speaking about the impacts of air pollutants on blood pressure, a study conducted in China reported that for every microgram per meter cube increase in black carbon, the systolic blood pressure was the diastolic blood pressure was increased by 0.37 millimeter of mercury, and the systolic blood pressure was increased by 0.53 millimeters of mercury. A systematic review that was conducted in 2022 reported that short-term exposure to air pollutants were
consistently associated with increase in risk of hypertension. Similarly, in a meta-analysis, majority of the studies, out of 30 different studies, reported a positive association between black carbon and blood pressure. Now, speaking about the MobiliSense project itself, it is a sensor-based study that was funded by the European Research Council, and it was conducted in the Grand Paris region. So the Grand Paris region refers to the metropolitan area of Paris, and it included participants who were 30 to 64 years of age on January 1st, 2016, and were already living in the selected neighborhoods in 2013 or 2014, or who had arrived after. The data was collected in two different waves, wave one and wave two. And in the first wave, we had 289 participants, and the same participants were followed up for participation in wave two, out of which 112 participants were retained. So it's the same participant who were retained in the wave two as well. In terms of prior findings of MobiliSense, the article, based on only the first wave of data, reported that 1 microgram per meter cube increase in exposure to black carbon was associated with increase in systolic blood pressure by 0.57 mm of Hg and 0.36 mm of Hg for diastolic blood pressure, respectively. In addition, we also found in a second study that an increase in exposure to a cocktail of air pollutants, including black carbon, nitrous dioxide, nitrous monoxide, carbon monoxide, and ozone, was associated with a 1.92 increase in systolic blood pressure. Uh, so based on these previous findings, in the current study, we aim to use the data from both the first and the second wave of MobiliSense to see how the short-term air pollutant exposures would impact ambulatory blood pressure measures, and we aim to have a particular focus on several potential sources of heterogeneity in these associations. Talking specifically about my objectives, the first objective, we aim to investigate if the blood pressure response to the air pollutants was uniform or varying in between participants. And in second objective, we aim to examine if the blood pressure sensitivity to air pollutant exposures remain constant or changed over time. And finally, for our third objective, we wanted to assess if the association between air pollutant exposures and blood pressure was influenced by air temperature measurements. And here that we hypothesized a stronger effect at a higher temperature. So in summary, we looked at heterogeneity of association according to sociodemographic, time, and temperature. Uh, this is a figure representing the data collection of MobiliSense. The data was collected across 6 days, but as you can note in the figure, not all of the sensors were collecting data all throughout the 6 days. So, for example, black carbon was collected in the first 4 days, and blood pressure, for example, was collected in the first and the third day. And we also have to note that the sensors took repeated measures for all of the participants. So it was not a one-time measurement, but it was a repeated measurements. So if, for example, in black carbon concentrations, they were collected every 10 seconds for day one to day four. And for blood pressure, for example, they were collected for in day one and day three in every 30 minutes. And the gaseous pollutants in the second column, second row, they were collected at an average of 10-second epochs. So our main exposure in this study was measured concentrations of black carbon on day one and also the gaseous pollutant concentrations on day one. In terms of our outcomes, our main outcome was the ambulatory systolic and diastolic blood pressure that were also recorded only on day one. So all of the outcomes and exposures are uh, centered on day one. And as I mentioned previously, the blood pressure measurements were taken every 30 minutes from wake time to sleep time.
In terms of covariates, we looked at time varying and time invariant factors. So for the time variant factors, we looked at short-term air pollutant average concentrations, physical activity that was measured by accelerometer, and also sensor measured temperature and relative humidity that was measured by the PAQM sensor, which also measured the gaseous pollutants and PM2.5. And we also took into consideration the proportion of time spent in different contexts. This essentially helps us to build different environments, account for different environments where people spend their time. It could be inside their home or in traffic, in motorized vehicle or non-motorized vehicle. And all of these time varying factors were calculated across 5-minute exposure windows prior to the blood pressure measurements. Uh, Other time varying factors included the z-scores of temperature that were measured by the Meteo France stations, and they were averaged over 30 minutes before each blood pressure measurement. And we also took into account the day of the week and time of the day, and also the wave indicator. In terms of our time invariant factors, we took into account different factors, socio-demographic factors like age, sex, BMI, household income, residence area, education, and employment. And we also accounted for physical activity status, monthly alcohol consumption, and medication against hypertension. The three that I mentioned, the physical activity, monthly alcohol consumption, and medication against hypertension, were self-reported by the participants. For the analytical sample, I processed all of these variables and factors that I mentioned before for wave one and wave two, and I appended the samples to attain 4,325 blood pressure measurements for 235 participants in total. So as you can see, majority of the observations were from wave one. To speak about the descriptive statistics a little, the average age was 51 years and the mean BMI for the participants was 25. And as you can see, majority of them were female. In terms of residents, majority of them lived in suburb areas that were closer to Paris, quickly followed by people who lived in Paris. And the residence classification that we did was uh, this the postal codes that began with 75 would be categorized into Paris. The code postal that began with 92, 93, and 94 would be categorized into close suburbs to Paris, and everything after that would be categorized into far suburbs from Paris. And in education, as you can see, a majority of them had an education level that were higher than baccalaureate, and also quickly followed by people who had education level equal to baccalaureate. In employment, majority of them had a stable job with 66%, and after that, quickly followed with 13% who were retired, and the rest of them includes the people who have an unstable job, unemployed, or other residual employment categories. In terms of hypertension, 90% of them reported of not having any hypertension, and 8% of them reported that they were taking some form of medication for hypertension. The remaining 2% reported that they were aware of hypertension, but they were not taking any specific treatment. And as I mentioned again, the hypertension was self-reported by the individuals, the participants. In terms of association, we can see that in this model, based on the random slope variances, the strength of association between air pollutant exposures and blood pressure varied in magnitude among individuals. Also, we can see here that the 1 microgram per meter cube increase in black carbon was associated with with an increase of 0.54 mm of Hg in systolic blood pressure, whereas in terms of the diastolic blood pressure measure, 10 parts per billion increase in NO2 was associated with an increase of diastolic blood pressure by 0.80 mm of Hg. In terms of different interaction terms, you can see that uh,
the associations between NO and systolic blood pressure and CO and diastolic blood pressure was found to differ by sex. So specifically, the association was relatively weaker in males compared to females. And we can also see that the interaction between ozone and age in both of the systolic and diastolic model reveals that for every additional year of age, the increase in systolic and diastolic blood pressure associated with the 10 parts per billion increase in O3 was reduced by 0.10 mm of Hg and 0.9 mm of Hg respectively. In this figure, we plotted the distribution of black carbon that was calculated over the previous 5 minutes of blood pressure measurements across different deciles of station measured temperatures. However, we did not find any clear relationship between them. But in addition, we also predicted the association between black carbon and the systolic blood pressure at different deciles of station measured temperature. And as you can see in the figure, we can see a stronger relationship between black carbon and blood pressure at higher temperature levels. Similar results were also found for diastolic blood pressure, as you can see in the figure. So in both cases, in both models, we found that the relationship between black carbon and blood pressure was stronger at higher levels of temperature that were measured by these Meteor-France stations. So in conclusion, you can see that certain sociodemographic groups were comparatively more vulnerable to air pollution impacts than others. And we also found stronger association between black carbon and blood pressure at higher temperatures, and it implicates that people living in urban heat islands and in the context of increasing temperatures are more likely to be exposed to both black carbon and black carbon emitted by different traffic vehicles and also the um, high temperatures during heat wave. So we can conclude that with it highlights the need for cooling of urban environment by possible updates in the transport mechanisms. I also wanted to talk a bit about what we're doing next for the data in MobileSense. So right now I'm focusing on simultaneously on air pollutants and noise, including the different spectral indicators of noise. So namely, those are the low, medium, and high frequency of noise to assess their association with different vascular parameters. The first vascular parameters that we're considering is the central blood pressure, which is a strong indicator of organ damage compared to peripheral blood pressure. And it refers to the pressure that is within aorta. And it is highly influenced by blood wave reflection, where higher blood wave reflection increases the workload on heart. And our second variable is parameter is augmentation index, which is also a blood measure of blood wave reflection and arterial stiffness. Blood wave reflection generally refers to so when heart pumps the blood to peripheral extremities, there is a pressure wave that is generated, and some of it returns back or bounces back, and that bounce back of wave is called the blood wave reflection, and it is measured by the augmentation index parameter. And we have seen several studies that have reported that higher blood wave reflection is associated with a higher central blood pressure. So we aim to assess if the air pollutant impact the central blood pressure using the augmentation index measurements. And our last parameter that we're looking at is pulse wave velocity, which is also a strong indicator of arterial stiffness. And in the literature, it is mentioned that it is a strong driver of increased wave reflection as well. So in total, in summary, we will be assessing the time varying aspects of these parameters and also the relationship between these parameters and air pollution and noise. And that is all. Thank you. I look forward to any questions you might have.
Thank you very much, Diksha. Is there any question for Diksha and Basil? No. Maybe I have a question, but I was just wondering whether what is the clinical meaning of an increase of zero point 0.5 millimeter in blood pressure? Is it relevant to use a continuous outcome rather than to calculate the, the number of people who exceed a given level of blood pressure, such as 140 for the diastolic blood pressure, for example, or something like that. So, is it relevant to use a continuous measurement of diastolic and systolic blood pressure rather than to use threshold-based measure for blood pressure? How do you justify that? Diksha, would you like to answer? Mm, for this specific study, I feel like since we're taking repeated measures and also we're looking at the exposure windows of different air pollutants and we're checking the association of that against the blood pressure, I feel like it's more justified to take the repeated measures and to Hmm. I I don't challenge the repeated measures, but the fact that the measure is in one way continuous, and so you just evaluate an increase of blood pressure by zero point 0.5, rather than discretized, so that you will be interested in people who exceed a given level, which is known to harm people of blood pressure. It's just a question because with continuous measurement, the risk is that people with the lowest baseline blood pressure will be the one with the higher increase in your evaluation due to regression toward the mean or things like that. So how did you have a look on the number of episodes with blood pressure over a given threshold and clinically meaningful threshold so that you can say that maybe it harms people to be exposed to black carbon or other pollutants? Perhaps I can also make an answer, yeah, Aditya. yeah, I please mean, go I can ahead. do this. I can do this in French. You also speak French. So train Yeah. your French. It's oui. Enfin, bon, alors de toute façon, on voulait vraiment étudier les relations en détail, y compris l'hétérogénéité. Donc, je pense qu'il fallait quand même qu'on utilise toute l'information disponible sur la pression artérielle pour faire ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, on l'a pas encore fait, mais on peut aussi vouloir utiliser une régression par quantile qui nous dirait d'ailleurs si l'effet est plus important en bas de l'échelle de pression artérielle, au milieu ou en haut, pour un peu répondre à la question que tu poses. Hein, ça s'appelle quantile regression, d'examiner la variation de la taille de l'effet en fonction de la position sur le continuum de la variable réponse. Mais là, du coup, c'est vrai que je pense que c'est quand même bien d'utiliser aussi toute l'information. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire une analyse de sensibilité aussi parce que ces à-coups de pression artérielle qui sont donc liés aux polluants qu'on a qu'on rencontre dans nos déplacements quotidiens, et ben justement, ils concernent des personnes avec des niveaux très différents de pression artérielle à la base. Et voilà, même si ça dépasse pas un seuil qui est un seuil particulièrement élevé, on pense que c'est quand même ces à-coups de pression artérielle qui vont solliciter le système cardiovasculaire comme ça plusieurs fois par jour pendant des mois et des années, et que ça fait aussi partie du processus qui va amener à une élévation chronique de la tension artérielle. Et puis juste pour parler quand même de l'importance clinique, c'est vrai là voilà avec Diksha on présentait ça, c'était un peu les premières fois qu'on présente ça. On précisera peut-être d'autres fois qu'il y a par ailleurs des études qui s'intéressent aux effets de la pollution de l'air
et de la température, par exemple, de ces deux expositions croisées sur la survenue d'infarctus du myocarde. Ou alors, il y a des études qui regardent l'impact de ces deux expositions et de l'interaction entre ces deux expositions, température et polluants de l'air, sur la survenue, l'incidence d'une hypertension artérielle. Donc voilà, on part de ces résultats où il y a vraiment des résultats, enfin il y a des impacts Je cliniques connais les travaux. démontrés. Et voilà. Et donc ensuite, on va bien avant, enfin à l'endroit où probablement ces effets se construisent. Ok, merci. Merci pour votre réponse. Dominique, Merci pour ta à question qui nous donne une idée en tout cas aussi, hein. à lever la main. Dominique, ton micro est coupé. C'est juste un commentaire par rapport à la taille de l'augmentation. Bon, alors là, évidemment, on n'a pas d'idée de à quel point c'est répété, pendant combien de temps ça se produit, mais historiquement, quand on a étudié l'effet des AINS sur le risque cardiovasculaire, des différents AINS, notamment les COX-2, etc., finalement, l'explication la plus plausible était liée à des augmentations extrêmement faibles de la pression artérielle, mais qui suffisait à ce que ça déclenche chez les gens les plus à risque, hein. Donc, je suis pas sûre que la taille de l'effet soit vraiment ce qui est en cause ici. C'est plutôt à quel niveau c'est répété, comment c'est répété. Et enfin, ce que disait Basile était intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe finalement avec différents niveaux de tension de base chez les personnes. Mhm. Voilà. C'était juste voilà, Tout à pour fait. marquer que même des faibles effets sur la tension artérielle, ça pouvait avoir en population des effets assez considérables. Mm. Et puis par contre, Fabrice aussi, pour là peut-être là où on a aussi un peu pêché, c'est que quand on fournit nos tailles d'effet pour une augmentation d'un microgramme par mètre cube, par exemple, de la concentration de carbone suie, c'est vrai qu'on le fait dans l'article, mais on vous a pas donné ici sur la diapo le range des expositions au carbone suie. Donc voilà, ça t'a probablement un peu manqué. Ça aurait pu éclairer aussi la réponse. Et puis enfin, vu que bon voilà, on a quand même encore un tout petit peu de temps et apparemment il n'y a pas d'autres questions. Là, je vais insister sur la dernière partie que Dikshia a présentée, donc c'est ce qu'elle va maintenant faire dans sa thèse, et ça on le fait avec des collègues de l'hôpital européen Georges Pompidou, une angiologue, Rosa Maria Bruno, donc de s'intéresser à cet indice d'augmentation qui est donc justement cette onde sanguine, voilà, le moment où elle se réfléchit, elle revient vers le centre, et où ça augmente du coup la tension artérielle. Du coup, ça augmente aussi les efforts que doit faire la pompe cardiaque pour faire son travail. Et puis, donc, ce que nous dit Rosa Maria Bruno, c'est que voilà, on veut aussi regarder du coup si ces polluants de l'air, ils ont un impact potentiel sur la vasoconstriction périphérique, parce que justement, c'est aussi ça qui explique cette réflexion de l'onde de pouls. Donc voilà, c'est aussi peut-être pour un peu mieux comprendre avec des paramètres vasculaires qui ont moins été regardés, comment ces effets de la pollution sur le système cardiovasculaire fonctionnent. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la dernière présentation. Merci Basile, merci Diksha. Thank you. De Julien Kirgesner qui va vous présenter, je crois, son projet ERC Starting qu'il a obtenu là récemment. Et donc, Julien, c'est à toi Voilà. quand tu veux. Bonjour à tous. Fabrice, merci. Donc oui, je vais vous présenter mon projet ERC que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc il n'y aura pas de résultats, surtout du rationnel et aussi des travaux qui ont amené à à la réflexion autour de ce projet. Donc ce projet, il concerne des maladies chroniques, qui sont les maladies inflammatoires chroniques intestinales ou IBD, et qui sont un modèle de maladie chronique, hein, comme vous allez le voir, hein, ce projet, il peut se translater à d'autres maladies chroniques. Donc on est dans un contexte de maladies qui touchent à peu près 5 millions de personnes
en Europe et en Amérique du Nord, avec des symptômes digestifs qui durent toute la vie, des patients qui sont diagnostiqués plutôt à un âge jeune, entre 20 et 30 ans, et une évolution qui est faite de poussées entrecoupées de périodes de rémission, avec des traitements médicaux qui sont aujourd'hui essentiellement des traitements immunosuppresseurs, qui ne sont que suspensifs, donc ils vont être donnés assez tôt après le diagnostic et pour des périodes prolongées potentiellement sur toute la vie. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de traitements qui sont autorisés sur le marché sans comparaison face à face. Et donc l'objectif ultime pour le clinicien et pour le patient, c'est de pouvoir individualiser la balance bénéfice-risque en fonction des traitements pour pouvoir guider ce choix selon les paramètres du patient. Et dans les Mickey, ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas de biomarqueur pour prédire la réponse au traitement, malgré énormément de recherches sur le sujet, probablement que les maladies sont hétérogènes et les mécanismes d'action des traitements aussi. Donc, il est très difficile aujourd'hui d'avoir des biomarqueurs pour essayer de stratifier le risque. Et l'autre point, c'est qu'on n'a pas d'essais face à face, très peu d'essais face à face contre le randomisé qui nous permettent d'avoir des données d'efficacité, de tolérance comparative à partir du design avec le plus haut niveau de preuve. Alors qu'on a quand même beaucoup de traitements, là c'est juste pour vous illustrer les traitements qu'on utilise aujourd'hui, on en a à peu près une quinzaine potentiellement, et on a très peu, on a un ou deux essais face à face. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'incitation financière à la réalisation de ces essais. Aujourd'hui, les agences réglementaires, que ce soit l'IME ou la FDA, autorisent des essais contre placebo, même pour des patients qui en première ligne de traitement, car en fait les effets, les différences en termes de traitement notamment sont assez faibles et donc en termes de taille d'effectif, ce serait difficile de pouvoir faire des essais face à face designés par les industriels. L'autre limite, c'est la difficulté de recrutement, notamment dans des sous-groupes de patients pour lesquels il y a une vraie pertinence à avoir des données d'efficacité selon localisations de la maladie. Mais on sait que ça peut être des profils de malades chez qui on va avoir du mal à recruter dans les essais. Et le dernier point, c'est des problématiques éthiques, hein, comme dans tout essai. On a des populations, des patients qui vont être difficiles à inclure, des femmes enceintes, des enfants. Et donc là, l'intérêt, c'est d'avoir bien sûr des données de vie réelle pour essayer de répondre à ces questions d'efficacité et de tolérance. Donc, quelles données de vie réelle, ça vous connaissez très bien, les différentes sources de données de vie réelle. Aujourd'hui, on peut s'accorder sur le fait que on a beaucoup de sources disponibles, mais quand même, la majorité des études, elles se basent sur une seule source de données, les données médico-administratives, le système national des données de santé, avec sa force principale qui est la taille de la population non sélectionnée pour la France. Et la limite, ça va être l'identification des paramètres avec des données cliniques qu'on va avoir du mal à capturer à partir des codes de remboursement. On va avoir un autre jeu de données qui va être les entrepôts de données de santé, où là on va avoir des données potentiellement plus précises sur les données cliniques, des paramètres biologiques avec des résultats. Mais on peut avoir des patients perdus de vue si à partir du moment où ils consomment du soin dans un autre périmètre de santé. Et le dernier grand champ de données va être les cohortes dédiées, où là, on va avoir potentiellement des données de qualité, mais un taille d'effectifs limitée et un coût pour la collecte de données qui va être important. Quelle est, si on revient en tout cas à la problématique de l'utilisation de ces données et pour répondre pour individualiser le choix du traitement dans les maladies chroniques, quels sont les gaps aujourd'hui dans la littérature, et, notamment dans les Mickey? Ça va être probablement sur les paramètres de tolérance. On souhaite avoir une compréhension complète du profil de tolérance des traitements. Et dans le champ des Mickey, sans rentrer dans le détail, on a réalisé plusieurs études sur les critères, les risques principaux liés à l'immunosuppression, à savoir les cancers, les infections sévères opportunistes, les événements cardiovasculaires, avec des études basées sur le SNDS, mais aussi d'autres sources de données, des données américaines et des données scandinaves notamment. Mais on est toujours limité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a quand même du mal à avoir une vision globale. On a étudié certains événements majeurs et pas pour bien sûr tous les traitements, notamment ceux qui arrivent sur le marché. Maintenant, si on passe au volet de l'efficacité, on souhaite aussi connaître l'efficacité attendue de toutes les molécules. Et là, on a des données qui suggèrent qu'on peut le faire dans les Mickey à partir de bases de données médico-administratives. Et donc, je vais vous présenter rapidement, ça c'était mes travaux de postdoc. On a répliqué premièrement des données d'essais contrôlés et randomisés qui avaient été déjà réalisées pour créer un cadre méthodologique et passer
à la réalisation d'essais émulés répondant à une question de recherche pour laquelle on n'avait pas d'essais contrôlés randomisés. Et donc rapidement, une méthode qu'on a développée lors de mon postdoc avec Sébastien Schneeweiss à Harvard, en deux étapes, pour essayer d'augmenter la confiance dans l'utilisation de ces données de vie réelle, avec toujours se calibrer à des approches à partir d'essais contrôlés randomisés. Et donc on part d'une question de recherche pour laquelle on n'a pas d'essais contrôlés randomisés, mais vous avez dans la littérature un essai qui a été réalisé et qui s'approche de votre question de recherche. Ça va être par exemple la même population d'intérêt, mais avec des traitements qui vont être différents, ou un traitement, un comparateur qui vous intéresse, mais pas forcément le traitement expérimental que vous voulez étudier. Et donc la première étape de cette approche, ça va être d'essayer de répliquer ces essais qui ont déjà été publiés, donc émuler un essai à partir de votre source de données observationnelle pour répliquer cet essai déjà réalisé. Et si vous arrivez à le répliquer, ça vous donne la confiance premièrement, sur votre cadre méthodologique, est-ce que vous arrivez à identifier correctement votre critère de jugement? Est-ce que vous arrivez à identifier des facteurs de confusion potentiels? Et également, voilà, sur le jeu de données et sur la méthodologie. Donc, ça, si vous arrivez à répliquer ces essais contrôle randomisés, vous pouvez passer à la deuxième étape, qui va être de répondre à la question de recherche d'intérêt. Donc, émuler à ce moment-là l'essai pour lequel vous n'avez pas d'essai contrôlé randomisé dans la littérature. Et donc, on avait cette question de recherche qui était d'évaluer l'efficacité d'une association d'immunosuppresseurs. Le vedolizumab, qui était une biothérapie qui était récemment arrivée sur le marché à l'époque, avec un immunosuppresseur plus conventionnel, l'éthiopurine, donc dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et on n'avait pas d'essai contre-randomisé. Par contre, on avait deux essais qui étudiaient la question, mais c'était pas avec le vedolizumab, c'était avec une autre biothérapie, l'infliximab et qui montrait la supériorité en termes d'efficacité de la combothérapie infliximab et thiopurine comparée à la monothérapie infliximab, donc deux essais Sonic et Success. Et là, le critère de jugement était bien sûr basé sur des paramètres cliniques, des scores cliniques d'activité, des paramètres biologiques qui permettaient d'évaluer l'efficacité des traitements. Donc là, la première étape a été d'essayer de répliquer ces essais à partir de trois bases de données, le SNDS, mais également deux bases de données américaines d'assurance privée, MarketScan et Optum. Donc se rapprocher au maximum du design de ces essais. Et concernant la définition de l'échec des traitements dans le SNDS, comme vous le savez, on n'a pas de données cliniques, donc on va avoir des surrogate marqueurs d'activité, à savoir ici l'hospitalisation, la chirurgie pour Mickey, si le patient changeait de traitement, changeait de traitement immunosuppresseur, et également l'exposition aux corticoïdes à la fin du suivi tel que défini dans les essais, parce que le critère de jugement était la rémission sans corticoïdes, la rémission clinique. Et un premier résultat, ici vous avez la proportion de patients qui étaient considérés en échec après ajustement, après appariement sur un score de propension. Juste, ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que vous avez, que ce soit pour maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, si on regarde sur la gauche, vous avez tout en bas les résultats de l'essai en proportion les patients en échec. Comparé aux résultats dans les bases de données médico-administratives, on voit qu'on a beaucoup plus de patients considérés en échec dans l'essai contre randomisé, et ça c'est quelque chose qui était attendu, dans le sens où vous avez un critère qui est moins dur, c'est des patients qui sont en échec clinique, alors que dans les bases de données médico-administratives, on se base sur des hospitalisations, des chirurgies, donc on a quand même moins d'événements, on a moins de patients considérés en échec. Donc on voit la différence déjà sur le risque absolu, et ça on avait la même chose dans la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, mais par contre quand on évalue le risque relatif, et donc là vous avez les deux études Crohn et RCH, avec les résultats pour les trois bases de données, on utilisait une méthode assez simple hein, de méta-analyse pour pouler les résultats en prenant en compte avec un effet fixe. Et donc on voit, vous avez les résultats poulés des trois bases de données et les résultats des essais contrôlés randomisés. Et on voit qu'on arrive à s'approcher du résultat qui avait été identifié dans les deux essais contrôlés randomisés. Donc ça nous donne la confiance sur notre méthodologie et sur l'utilisation des données, la possibilité avec ce jeu de données de répondre à la question de recherche. Et donc dans un second temps, on a émulé l'essai pour lequel on n'avait pas d'informations,
le vedolizumab en combothérapie versus monothérapie. Donc, on a assez simplement remplacé infliximab par vedolizumab, essentiellement dans la méthodologie. Et donc là, on a identifié, dans la maladie de Crohn, il y avait un bénéfice potentiel de la combothérapie de l'ordre de 15% comparé à la monothérapie et une tendance dans la rectocolite hémorragique sans différence statistiquement significative. La limite qu'on connaît avec ces données du SNDS, c'est c'est difficile d'aller dans les sous-groupes, justement d'identifier des sous-groupes, alors qu'il y a une pertinence. On a une taille d'échantillon quand même qui est intéressante, de savoir si sur la localisation de la maladie, sur le phénotype, on a différents profils de maladie, est-ce qu'il y a des différences d'effets qu'on attend potentiellement. Et en fait, on se retrouve limité avec les données du SNDS sur cette individualisation du bénéfice et du risque, au-delà des critères d'activité qui restent des surrogates marqueurs, comme je l'ai présenté, même si là, on réussissait quand même à répliquer les résultats d'essais contrôlés en randomisés. Donc la limite qu'on va avoir sur l'efficacité, c'est qu'on n'a pas de données comparatives et on est limité dans cette analyse en sous-groupe. Un autre élément nécessaire, selon moi, pour guider le choix du traitement, ça va être d'avoir une mesure qui résume la balance bénéfice-risque individualisée. Et en pratique clinique, aujourd'hui, le choix des traitements, quel que soit le type, hein, pour un clinicien, on va prendre on a nos connaissances qu'on a, les connaissances qu'on a en fonction bah, de la littérature, de notre expertise sur un sujet. Et donc, en fonction du profil de malade, c'est un process qui va être interne. Aujourd'hui, avec des paramètres potentiellement subjectifs, on va considérer quel est le bon traitement pour chaque malade. Et donc, ça reste aujourd'hui le modèle de prise de décision des traitements reste en fait à très peu évoluer sur les 40-50 dernières années, malgré en fait l'implémentation d'outils digitaux qui permettraient probablement d'aller beaucoup plus loin. Et donc les freins aujourd'hui, c'est cette mesure, pour moi, hein, cette mesure résumant la balance bénéfice-risque, mais également l'implémentation, la dissémination des connaissances pour individualiser cette balance bénéfice-risque, avec, comme je l'ai dit, potentiellement un manque de connaissances des cliniciens alors que la somme de l'évidence ne fait qu'augmenter, et une incertitude potentiellement dans la prise de décision basée sur des paramètres subjectifs. Et un exemple que je trouve assez intéressant, qui est maintenant ancien, c'est un exemple en cardiologie sur la dissémination justement des connaissances et leur impact en pratique clinique. Là, c'était une étude hein, sur la prévention secondaire des bêta-bloquants après infarctus du myocarde. On a un essai en 1984 qui montre une réduction de la mortalité de 40%, donc vraiment un effet majeur. Et on voit sur les données de vie réelle, euh, plus de 5 ans après, qu'il y a très peu de patients, un tiers des malades, qui, à leur sortie d'hospitalisation d'un infarctus du myocarde, ont une prescription de bêta-bloquants. Donc, il y a eu des recommandations qui sont arrivées 5 ans après, des recommandations des sociétés savantes américaines. Et ce qui a surtout changé les pratiques, ça a été l'introduction en fait d'une incitation pour les assurances en termes d'accréditation, avec des bonnes pratiques où on évaluait en fonction des individus qui avaient cette assurance si à la sortie d'une hospitalisation pour infarctus du myocarde, ils avaient une délivrance de bêta-bloquants. Et on voit que ça, c'est ça qui a fait surtout changer les choses. On est parti 60% des patients qui avaient cette prescription à aujourd'hui plus de 90%. Mais une limite qu'on identifie déjà, c'est qu'on avait, au bout de 6 mois, on voit qu'en l'adhérence, on avait 50% des patients finalement qui restaient sous traitement. On s'imagine bien qu'on ne peut pas faire ça, ce type d'effort pour toutes les maladies, toutes les situations. Donc il faut réussir vraiment à ramener l'évidence, d'après moi, directement aux cliniciens et aux patients quand la prise de décision est réalisée. L'exemple dans les Mickey, on a des guidelines, aujourd'hui on a des guidelines qui sont vivantes, qu'on modifie au cours du temps, avec des plateformes qui sont user-friendly. Là, c'est la plateforme de la société européenne à laquelle je participe. Je suis dans l'éditorial board de ces guidelines où en tout cas, on les rend les plus compréhensibles et les plus pratiques possibles. Il y a des études qui ont été réalisées pour évaluer justement le temps nécessaire pour accéder à l'information à partir de ces plateformes. Et là, c'était sur une vingtaine de personnes qui sont quand même motivées au départ. On a deux situations cliniques. Vous évaluez le nombre de clics moyens pour arriver à l'information. On est en 4 et 7 clics ici. Autour de 100 secondes, donc on est autour d'une minute 30, entre une minute 30 et 2 minutes pour arriver à l'information.
On voit bien que en pratique, quand on est en consultation avec une quinzaine de patients qu'on voit, on a 1 heure de retard. C'est quelque chose qui va être très difficile à implémenter, en tout cas à inciter le clinicien à aller chercher l'information. Je pense qu'il faut vraiment réussir à lui amener l'information directement, le plus simplement possible. Et donc maintenant, si on revient sur la méthode pour essayer d'agréger des mesures de bénéfices-risques, donc là, on a une littérature qui est pas si abondante que ça et qu'on retrouve surtout dans la littérature médico-économique, notamment par les agences réglementaires qui utilisent ce type d'outils pour essayer de mesurer l'impact des traitements en termes de bénéfices et risques. Mais une des méthodes qui, moi, me paraît intéressante est l'analyse Multi-Criterion Decision Analysis, qui est une approche qui est assez compréhensible. C'est ce qu'on voit là qui est illustré ici, où vous choisissez des paramètres, vous êtes limité dans le nombre de paramètres. En moyenne, les guidelines vous disent que vous pouvez en mettre 5 ou 6, et donc vous allez avoir un effet pour chacun des paramètres. Et avec un modèle additif, vous allez les associer, que vous pouvez pondérer justement l'intérêt aussi de cette approche, et vous pouvez pondérer chaque paramètre potentiellement sur la préférence du patient. Est-ce qu'il y a plutôt, il souhaite plutôt un traitement qui va être très efficace mais avec des effets secondaires potentiels, ou un traitement peut-être moins efficace mais avec moins d'effets secondaires. Donc ça, on peut intégrer la préférence patient dans cette approche, et vous avez quelque chose d'assez visuel avec un score de 0 à 100, et qui, pour le patient, pour le clinicien, permet de comprendre et permet d'arbitrer. Donc il y a toujours un process, une discussion avec le patient et le clinicien, mais qui permet d'amener l'évidence, essayer de renforcer en tout cas, de ramener les connaissances et de renforcer la qualité de la décision médicale. Donc aujourd'hui, globalement, on n'a pas ce type de mesures dans les Mickey, et dans d'autres maladies chroniques, on a également très peu de données de ce type. Et le dernier grand champ, ça va être la décision du patient. Comment réussir à l'intégrer, c'est évidemment primordial pour avoir une décision médicale partagée et intégrer cette préférence patient. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil en pratique qui nous permet d'intégrer en temps réel la préférence patient pour guider cette décision médicale partagée. Et un exemple dans les Mickey où j'ai dirigé les recommandations sur les modèles prédictifs. Et dans la littérature, on a fait un diagramme de réseau qui évalue juste, pour l'illustrer, il n'y a pas besoin de regarder en détail, mais quels sont les paramètres qui ont été inclus dans les modèles prédictifs évalués. Et donc on en a énormément, mais il n'y avait aucune étude qui prenait en compte la préférence patient, qui essayait d'évaluer quel est l'impact concernant la réponse du traitement, concernant l'évolution de la maladie. Et donc on voit qu'il y a vraiment quand même un gap aujourd'hui pour essayer d'intégrer cette préférence patient sur le choix du traitement. On a des traitements qui sont oraux, des traitements sous-cutanés, des traitements intraveineux, et on sait que ça va impacter bien sûr l'adhérence, l'adhésion du patient au schéma thérapeutique, et potentiellement l'efficacité du traitement. Et on a des études qui nous suggèrent que ça a un impact dans les Mickey. Il y a une littérature qui est assez abondante sur le sujet, mais dans les Mickey, on a quelques études. Et ici, c'est un essai en cluster où vous aviez des médecins qui avaient accès à un outil qui favorisait l'aide à la décision partagée. C'était surtout de la documentation chez des patients atteints de maladie de Crohn qui initiaient un traitement. Et là, je vous illustre juste les résultats où on posait la question au patient, quelle était sa confiance dans le choix du traitement par le médecin. Est-ce que il avait une confiance que c'était le meilleur traitement pour lui? Et on avait une différence qui était significative entre les deux groupes. Vous avez en gris foncé le groupe pour lequel on favorisait la décision médicale partagée versus le standard of care. Et on voit qu'on a quand même une différence, je pense, qui est cliniquement significative entre les deux groupes, notamment sur le paramètre. On voit le groupe qui est d'accord, agree sur cet élément. Et on voyait dans cette étude qu'il y avait une tendance pour également une meilleure évolution chez les patients qui avaient cette décision médicale partagée qui était renforcée. Potentiellement, on peut se dire sur l'observance, probablement aussi des traitements qui permettent de mieux contrôler la maladie. Et donc, on a ces 4 paramètres, et l'objectif avec Forecast, c'est de réussir à répondre à l'ensemble de ces champs, et de développer donc et valider un outil qui est adaptatif, centré sur le patient, basé sur les données de vie réelles, pour permettre d'évaluer l'efficacité et la tolérance des traitements dans les MIC. Donc, quelles données
compte utiliser. On va utiliser les données du Système national des données de santé, le SNDS, sur lequel on a déjà beaucoup travaillé. On sait qu'il y a à peu près 300 000 patients atteints de Mickey dans le SNDS. Les données de l'EDS-APHP, où il y a à peu près 40 000 patients atteints de Mickey. Et une dernière cohorte, je vais détailler là rapidement, les données de Suvimic, qui est une cohorte prospective à la PHP de patients atteints de Mickey pour lesquels on collecte de l'information précise sur l'activité de la maladie et les caractéristiques de la maladie. Donc là, le chaînage, ça va être un chaînage qui est direct pour les deux premières cohortes Suvimic et l'EDS, parce qu'on a l'IPP, donc on a un identifiant unique pour chaque malade. Et pour le chaînage avec le SNDS, on est sur un chaînage probabiliste où on utilise les données du PMSI, de l'EDSA-PHP pour pouvoir faire le chaînage. Donc là, on va utiliser la plateforme du HDH, que j'avais obtenu un financement en 2022 dans l'appel à projet BOAS que vous connaissez peut-être, qui est pour justement développer des algorithmes d'identification de paramètres qui sont non collectés dans le SNDS. Donc on va utiliser la plateforme du HDH pour l'ensemble de ce projet. Et donc j'ai obtenu on sait que c'est un parcours difficile hein, pour ce type d'études, de chaînage. Donc l'avis du CESRES, je pense que je l'ai obtenu il y a un an et demi quasiment, et l'accord CNIL formel, là, je l'ai obtenu il y a 2 semaines. Donc on travaille avec l'équipe de la PHP à Picpus pour transférer les données sur la plateforme du HDH. Ça devrait être effectif là dans les prochaines semaines et le chaînage sera fait à ce moment-là probabiliste avec les données du SNDS. Donc Suvimic, rapidement, donc c'est une plateforme qu'on a créée à la PHP, notamment à Saint-Antoine. Maintenant, on a commencé à créer cette plateforme en 2010, qui en fait c'était pour répondre à une question, en fait une difficulté qu'on avait en pratique, c'est comment réussir à collecter de l'information sur des données de VIREL en routine dans un service sans que ce soit coûteux en temps humain et sur plan financier. Réussir à avoir la saisie unique autour des données qui peuvent être valorisées pour le soin et pour la recherche. Et donc vous avez le système d'information local qu'on a dans tous les hôpitaux, dans tous les systèmes de soins. Et donc Suvimix, c'est une plateforme qui vient se plugger à votre système d'information local que les professionnels de santé vont utiliser pour pouvoir générer de l'information face aux patients directement. Donc, il y a une saisie unique face aux malades avec des données qui vont être transférées dans le système d'information local sous la forme d'un compte-rendu, mais en même temps qui vont être directement collectées de façon structurée pour être réutilisées pour la recherche. Et vous avez également un interfaçage avec d'autres champs de la recherche, une biotech si vous avez des paramètres biologiques, ou pour identifier des malades dans des essais cliniques, par exemple. Et donc, ça se présente assez simplement comme un ICRF, mais qui va être adapté aux soins, donc qui doit rester user-friendly pour que les utilisateurs l'utilisent au quotidien. Et en fait, face aux patients, pour toute consultation, hospitalisation de jour, vous utilisez cette plateforme, vous saisissez des informations sur le patient, est-ce qu'il a des symptômes, vous remplissez des formulaires, vous l'interrogez, est-ce que vous avez modifié son traitement, les paramètres cliniques, les paramètres biologiques, et ça vous génère un compte-rendu. Et donc on l'utilise, que vous importez après dans votre système d'information. On l'utilise à Saint-Antoine pour tous les malades depuis 2017. Donc on a à peu près entre 3500 et 4000 patients qu'on suit de façon active. Et donc progressivement, ça s'est étendu à l'ensemble de la PHP. Vous avez aujourd'hui une dizaine de centres qui l'utilisent. Et donc c'est géré par la PHP. On a des développeurs informatiques qui utilisent la plateforme. Et donc moi, je gère toute la maîtrise d'ouvrage avec les développeurs informatiques. Et on a plus de 10 000 patients, plus de 9 000 patients aujourd'hui pour lesquels on a des données cliniques prospectives. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a un compte rendu. Ici, c'est un compte rendu fictif. On a l'ensemble des informations avec des données qui sont collectées à partir de données de formulaires structurés, mais on a également la capacité de noter des données non structurées comme du texte libre pour que ça reste lisible pour un correspondant qui va avoir ce compte rendu. Et parallèlement, on a l'ensemble des données, des formulaires qui vont être directement collectés de façon structurée. Et on sait que c'est un point majeur, en tout cas pour moi, c'est un point majeur pour réussir à faire des études de qualité, la façon dont on collecte les données, avoir des données structurées pour répondre aux questions de recherche. Et en plus, on essaye d'utiliser au maximum des ontologies médicales standardisées.
la CIM-10, la CIM, la classification internationale des maladies pour l'oncologie, pour tout ce qui est néoplasie. Pour la biologie, les paramètres biologiques, on utilise la classification Loïc aussi, qui est une classification aujourd'hui qui est utilisée partout. Et progressivement, on va essayer d'implémenter SNOMED CETI, qui devient aussi un dictionnaire, une ontologie qui est utilisée de plus en plus et qui devient l'ontologie la plus utilisée, je pense, en tout cas pour les systèmes d'information. Donc maintenant, si on revient au projet, donc il y a trois work packages. Donc le premier work package, ça va être de justement d'identifier des algorithmes, de valider, identifier des algorithmes qui permettent d'identifier des paramètres clés qui ne sont pas connectés dans le SNDS. Et donc ça, on va utiliser comme gold standard essentiellement suivi, mais aussi les données de l'EDS à PHP pour pouvoir créer ces algorithmes. À partir du moment où ces algorithmes sont validés, on va émuler des essais face à face, des essais cliniques pour comparer, pour évaluer l'efficacité et la tolérance des différents traitements disponibles dans les Mickey. Et le dernier work package va être de créer un outil d'aide à la décision qui va incorporer de la préférence patient et de réaliser un essai en cluster pragmatique qui sera niché dans le SNDS. On va suivre les patients à partir des données du SNDS et utiliser les mêmes critères de jugement qui ont été validés dans le work package 1 à partir du SNDS. Donc, si on passe au Work Package 1, donc valider ces algorithmes pour identifier des caractéristiques de la maladie. Donc, ça va être la localisation de la maladie, le phénotype de la maladie, l'activité clinique également, avec des scores qui sont les mêmes que ceux utilisés dans les essais de phase 3. Et donc, on a dans Suvimic, on collecte l'information, on a les symptômes individualisés qui nous permettent de calculer ces scores. Et donc, on a besoin de ces paramètres pour évaluer l'efficacité des traitements. Et on sait que dans le SNDS, comme je vous l'ai dit, ils sont pas collectés de façon structurée. En tout cas, on n'a pas l'information. Alors qu'on va les avoir, surtout dans Suvimic, de façon complète et de la même façon qu'un essai contrôlé randomisé. Et donc, on va utiliser deux approches ici. On va utiliser une première approche qui va être basée sur les experts, où selon le profil du malade, on s'attend à un parcours de soins spécifique. Par exemple, un malade qui a des lésions anopérinéales, donc des lésions au niveau de l'anus, on sait qu'il va réaliser des IRM pelviennes dans le cadre de son suivi. Et donc ça, on peut capturer l'information, on peut savoir que le patient a un examen spécifique qui nous oriente vers un profil de maladie particulière. Donc on va faire la même chose pour les différents paramètres et on va avoir une autre approche qui va être supervisé car on a le gold standard, en tout cas on a les données dans Suvimic d'efficacité, de phénotype, de localisation, mais qui sera pas basé sur l'avis d'expert. On va essayer d'identifier quels sont les paramètres qui nous permettent au mieux d'identifier ces caractéristiques qui sont non collectées dans le SNDS. Donc on va après calculer des performances diagnostiques assez classiques pour ce type d'algorithme, la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive. Et donc on gardera entre les deux approches celle qui a la meilleure performance diagnostique pour les algorithmes. Donc ça va nous permettre d'avoir des algorithmes qui vont être directement utilisables pour identifier les critères de jugement et les covariables dans les essais émulés pour réussir à individualiser l'efficacité et la tolérance des traitements. Donc là, le Work Package 2, comme je vous l'ai dit, c'est émuler ces essais face à face avec différents types de molécules là, que j'ai listées sur la gauche, avec comme critère de jugement principal en termes d'efficacité la rémission clinique sans corticoïdes. Et sur les critères de jugement secondaire de tolérance, on va évaluer les principaux événements indésirables qui sont connus dans la littérature sévère, ceux que j'ai déjà étudiés pour des molécules plus anciennes, à savoir les cancers, les infections, les événements cardiovasculaires. Et on va également avoir une approche, essayer d'identifier des nouveaux signaux qui n'ont pas été aujourd'hui identifiés dans le SNDS, en ayant comme gold standard Suvimic, sachant que dans Suvimic, on renseigne pour chaque arrêt de traitement la cause d'arrêt de traitement. Donc on peut comme ça entraîner un modèle pour savoir quels sont les événements désirables qui sont déjà connus, potentiellement associés au traitement, et après regarder dans le SNDS
en fonction de l'évolution des patients dès lors qu'ils commencent un traitement. On va regarder dans l'année après l'initiation du traitement, est-ce qu'il y a des événements indésirables qui vont être surtout basés sur les hospitalisations, mais est-ce qu'on identifie des nouveaux signaux potentiellement qui seront étudiés dans un second temps de façon plus fin, plus robuste, à partir d'essais émulés où on essaye de prendre en compte au maximum les différents facteurs de confusion. Et donc, on va définir ces cibles hein, selon la méthodologie classique aussi que vous connaissez. On va les émuler dans le SNDS et on va réaliser des analyses en sous-groupes pour essayer de mieux individualiser cette balance bénéfice-risque, des sous-groupes selon le sexe, l'âge et selon les paramètres cliniques, localisation de la maladie, phénotype, à partir d'algorithmes qu'on a validés dans le Work Package 1. Donc ça, ce qu'on espère avoir comme délivrable à la fin de ce Work Package, c'est une efficacité et une tolérance avec des risques ratios individualisés pour chaque traitement et qui seront prêts à être intégrés dans un outil d'aide à la décision. Donc ça, c'est le Work Package 3, le dernier, qui est autour du développement de cet outil, où la première étape, ça va être de comprendre cette préférence patient avec une étude qualitative sur une approche de type Discrete Choice Experiment où on va demander à 500 patients atteints de Mickey qui débutent un traitement. Donc ça, on a un partenaire avec l'association de patients française, l'AFA. 500 patients qui débutent un traitement, de remplir une vingtaine de vignettes cliniques avec deux choix potentiels en termes de traitement et des attributs différents concernant l'efficacité, concernant la tolérance, concernant le mode d'administration. Et donc ça nous permet d'identifier de la préférence des patients selon ces attributs et de créer des sous-groupes, d'essayer de créer des clusters avec une approche. On va faire des analyses en clusters pour essayer d'identifier des profils de malades euh, selon leurs préférences en termes d'efficacité, de tolérance et mode d'administration. Et donc, ces données de préférence patient, on va les intégrer et ça nous permettre de pondérer les résultats d'efficacité et de tolérance générés par les essais émulés. Et donc, de créer cet outil d'analyse à partir d'une analyse de type multicriteria decision analysis, où le patient avec le clinicien face à un patient chez qui il veut changer de traitement, ben, il se pose la question entre deux molécules par exemple, bah, il va pouvoir dans l'outil préciser des paramètres du patient spécifiques que j'ai déjà mentionné, l'âge, le sexe, les caractéristiques de la maladie, mentionner ces deux traitements, et noter la préférence patient selon sa connaissance lui du patient. Est-ce qu'il pense que c'est un patient qui a plutôt, ben voilà, cherche l'efficacité, quelle que soit la tolérance ou l'inverse. Et donc ça va graphiquement donner un score où on va voir comme ça visuellement, savoir quel traitement paraît être le mieux. Et donc ça va alimenter la discussion. Ça donne pas forcément la réponse. Oui ou non, quel est le bon traitement, mais ça permet d'alimenter cette discussion, de ramener l'évidence la plus robuste possible aux cliniciens et aux patients pour essayer de renforcer l'adhésion du patient, le patient empowerment, et en même temps de ramener la connaissance aux cliniciens. Et pour évaluer l'efficacité de cet outil, l'objectif c'est de réaliser un essai pragmatique en cluster niché dans le SNDS avec 90 gastro-entérologues, 45 qui utilisent l'outil et 45 qui n'utilisent pas l'outil, avec une inclusion sur un an, un essai pragmatique dont l'objectif c'est d'inclure tous les patients consécutifs qui initient une thérapie avancée avec comme objectif principal va être la rémission clinique sans corticoïdes à un an, basé sur ce qu'on collecte dans le SNDS. Et l'objectif, c'est pour le calcul d'effectifs, c'est d'avoir une différence de 10%, ce qui est déjà en soi cliniquement pertinent dans les Mickey. Quand on voit l'efficacité des traitements, ce qu'on s'attend à peu près à 50% des patients hein, qui sont en rémission clinique sans corticoïdes à un an après l'initiation d'une thérapie avancée. Et donc l'objectif, c'est d'avoir cet outil de la décision qui va guider le choix du traitement dans les MIC. Donc en résumé, ce projet, il a une approche multidisciplinaire dans le sens où il inclut des l'intelligence artificielle, on collabore avec Sky sur cette partie, une approche aussi multi-database avec les données SNDS, EDS, suivi MIC,
approches. En tout cas, on essaye d'utiliser les approches les plus aujourd'hui les plus innovantes de la littérature et de réussir à couvrir tout l'aspect de cette évaluation de la balance bénéfice-risque pour vraiment réussir à répondre à la question et guider le choix du traitement. Avec ce framework qui est globalement applicable en fait à toute maladie chronique, dès lors qu'on a un jeu de données de ce type, hein, on a des données médico-administratives, d'autres sources de données qui nous permettent de dépasser les limites de ces données médico-administratives, on peut utiliser cette plateforme. Les algorithmes, ils seront disponibles en open source directement et réussir. L'objectif, c'est pour le patient de réussir vraiment à disséminer en direct et à un coût très faible l'évidence la plus robuste basée sur les données et on pourra tout à fait mettre à jour. L'objectif, c'est si ça fonctionne, de mettre à jour pour tous les nouveaux traitements qui arrivent sur le marché, dès lors qu'on a la puissance statistique suffisante, de pouvoir refaire tourner les modèles et de les intégrer à l'outil de la décision pour guider le choix du traitement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Julien. Bah, voilà, sacré projet, si je puis dire, parce que il y a du travail. Donc oui, et puis juste pour compléter ce que tu viens de dire, Suvimic, ça a été développé parce qu'il est présent dans cette salle à la base par Frédéric et son équipe dans le cadre donc dans l'unité avant de migrer vers l'assistance publique hôpitaux de Paris, stricto sensu. Euh, voilà, moi j'ai qu'une question, j'en vois pas dans le chat, mais on arrive au bout du temps. Je suis très très curieux de savoir comment on va implémenter un essai dans le SNDS et en particulier une randomisation dans le SNDS. Est-ce que une randomisation par gastro, ça a déjà été fait ou par autre spécialité médicale, mais est-ce que tu as des témoignages d'expériences de ce type-là déjà réalisés dans le SNDS directement? Ça sera randomisé dans le SNDS? L'idée, en fait, c'est de faire la randomisation en dehors du SNDS et de D'accord, ok, chaîner après, d'avoir le suivi à partir du SNDS. En gros, de collecter juste les données à l'inclusion. Où en fait, c'est des essais, ça a déjà été effectué aux États-Unis, par exemple, pour de la vaccination, où en fait, on a une intervention au départ et après, on suit les patients sur les données collectées en routine. d'accord, ok. Donc, non, parce que quand tu parlais de nicher dans le SNDS, c'est pour le suivi des patients et pour la mesure des Ouais. outcomes. Ok. Florence a levé la main. Non, c'était juste pour compléter ça. En fait, cet essai, il fait suite à une discussion qu'on avait eue avec Julien, parce qu'on a, nous, avec Lorraine, fait un essai randomisé dans le SNDS. Et donc, c'était sur cette base-là que le projet chez Julien avait été implémenté. Et donc, en fait, on a randomisé en lien avec l'assurance maladie des médecins généralistes et visité par des délégués de l'assurance maladie, parce que nous, équipe de recherche, on n'avait pas la possibilité d'interagir avec ces médecins. Il y a eu tout un travail réglementaire assez compliqué parce que c'était pas possible de remonter aux patients et pour avoir leur consentement à participer. Et effectivement, les données du SLDS servent à la collecte de données. Donc les médecins sont randomisés en dehors et on collecte leurs données sans leur dire qu'ils sont dans un essai pour pas qu'ils modifient leur pratique. Merci Florence. Je pense qu'on aura envie d'avoir une présentation du travail que vous avez fait avec Lorraine à un autre de ces séminaires parce que je crois que c'est voilà, peut-être une voie d'avenir pour pas mal de recherches en épidémioclinique, à ce type de méthodologie. On s'intéresse à l'évaluation des pratiques aussi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Alors, merci à nouveau à tous les orateurs. Et donc, prochain rendez-vous, c'est le 24 septembre avec la présentation de quatre équipes à nouveau. Voilà. À bientôt et bel été à tous.